Vous avez regardé un petit peu les vidéos? Il y en a qui ont jeté un œil par curiosité. Ça passe assez bien en fait. Hein, pour en fait, ceux qui ne sont pas dans cette salle et qui regardent ça sur Internet, ils ont plus de chance que vous. C'est pas un message du tout, il faut être là. Mais... okay. Alors, donc je poursuis aujourd'hui donc cette histoire de la cosmologie avec une période qui va s'étendre de 1600 à 1640 et qui va être centrée essentiellement sur le personnage de Galilée. Je vais commencer par faire un tout petit récapitulatif de ce qu'on a vu avant, mais vraiment dans les grandes lignes. Donc si on veut faire une sorte de frise chronologique très très sommaire de ce qu'on a vu, il y a différentes visions du modèle du système solaire qui se sont succédées. Vers 150, Ptolémée rassemble un certain nombre de choses qui ont été faites avant lui, en rajoute des nouvelles pour former un modèle géocentrique qui va dominer l'astronomie pendant plus de 1000 ans. En 1543, Copernic publie un modèle différent, un modèle héliocentrique, donc c'est pas lui qui l'a inventé, mais il en publie une version très très élaborée. Donc ça c'est 1543 et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et j'ai mentionné très brièvement la dernière fois que vers 1609, Johannes Kepler publie ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Kepler et montre en particulier que les trajectoires des planètes autour du Soleil sont décrites par des ellipses et non pas par des cercles ni par des cercles sur des cercles, c'est-à-dire des épicycles et des déférents comme le pensait Copernic. Et à ces trois modèles sont associés à chaque fois la publication de tables astronomiques. J'en ai parlé à chaque fois dans les cours d'avant de manière très elliptique, mais je la refais. Non, c'était une blague en fait. Ok, mais c'est vrai que c'était elliptique. Mais je vais revenir un tout petit peu dans le détail sur ça. À chaque fois qu'un scientifique, un savant a publié, a décrit le système solaire avec un modèle précis, des gens du coup ont utilisé ça pour faire ce qu'on appelle des tables astronomiques, c'est-à-dire prédire où vont se trouver les objets astronomiques, les planètes en particulier, à différentes dates, à différentes périodes de l'année et de la nuit. Et il y a eu donc 3 vagues de tables de ce type-là, qui correspondent aux 3 révolutions astronomiques, on va dire. Au modèle géocentrique de Ptolémée correspond ce qu'on appelle les tables alphonsines. Alors il y en a eu tout un tas des tables alphonsines, et la date qui est ici, c'est une date indicative, mais en gros, voilà, vers le milieu du XIIIe siècle, on disposait de tabulations très précises, dans le sens où elles étaient calculées précisément avec le modèle de Ptolémée. Je ne sais pas si c'est précis parce qu'effectivement, ça reproduisait bien ce qui allait se passer le jour J quand on regardait dans le ciel. Ça, c'est une autre question, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, voilà, les gens disposaient de ces tables à cette époque-là. Juste après que Copernic ait publié son modèle héliocentrique, d'autres tables, du coup, sont aussi publiées. Ça s'appelle les tables pruténiques. Alors, Copernic, je vous rappelle, son modèle, il est aussi basé sur des épicycles, des déférents et tout ça. Il élimine, disons, les principaux déférents du modèle de Ptolémée, mais il lui en reste quand même quelques-uns. C'est quand même un modèle qui est très compliqué, donc c'est pas forcément évident de faire ça. Le gars qui le fait, c'est Erasmus Reinhold, donc il se penche vraiment sur ce qu'a fait Copernic, qui prend en compte les données à jour dont disposait Copernic pour faire ces tables. Donc, même en se basant sur le modèle de Ptolémée, Ptolémée, lui, il avait accès à des observations astronomiques qui étaient très vieilles, et donc c'est pas forcément pertinent de s'appuyer là-dessus. Donc Reynolds s'est aussi en plus appuyé sur des données plus récentes, et en 1651, on dispose de nouvelles tables qui sont utiles pour les astronomes. Et enfin, point culminant de ces tables, après que Kepler ait effectivement montré que les trajectoires des planètes sont des ellipses, dont il a en plus montré les caractéristiques, notamment que le Soleil occupait un des foyers de l'ellipse, il peut se servir de ça pour lui-même prédire, faire des éphémérides, en fait, faire des tables, et ça s'appelle les tables rudolphines. Ça lui met un certain temps, 1627. Il publie ça en 1627. Au passage, et je veux juste le mentionner parce que j'en dirai pas plus, mais je veux quand même vous exciter votre curiosité sur ça, une des choses qui a fait qu'il a pu faire ça, Kepler, qu'il a pu faire ces tables rudolphines, c'est la découverte des logarithmes. Plus précisément, quand à partir des lois de Kepler, on veut prédire la position d'une étoile dans le ciel, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce qu'il faut déterminer la trajectoire de la Terre
le point duquel on observe autour du Soleil avec précision. La trajectoire de la planète dont on veut déterminer la position, il faut aussi, elle, avoir sa trajectoire avec précision. Et ensuite, il y a tout un tas de calculs trigonométriques à faire pour dire, nous on est là, elle est là, dans quelle direction je la vois, et comment ça évolue ça au cours du temps. Et pour ces calculs-là, pour faire ça, il y a vraiment tout un tas de calculs mathématiques compliqués, il y a tout un tas de multiplications à faire, de transformations de sinus, de cosinus, tout ça, en particulier beaucoup de multiplications. Et à cette époque-là, émerge par plusieurs personnes, notamment par Napier, un mathématicien qui donnera son nom au logarithme népérien. Émerge la notion qu'il y a certaines opérations mathématiques, certaines multiplications qui peuvent être aidées grâce au logarithme. Et en particulier, on peut remplacer les multiplications par des additions. Vous connaissez tous la propriété que log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Et donc ça vous montre qu'en utilisant les logs, on peut transformer une opération compliquée qui est la multiplication en une opération plus simple qui est l'addition. Et Kepler, lui, donc, va connaître, il prend connaissance de ces logarithmes, il les étudie, il développe aussi des techniques de calcul, il les étudie mathématiquement et il s'en sert. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'il arrive à mener à bien les calculs qui vont mener aux tables Rudolphine. Tu peux mettre une chaise, en fait, aussi, parce que je crois qu'elle ne ferme pas bien celle-là-ci. Si, c'est l'autre salle. Voilà. Donc ça, c'est pour vous, c'était vraiment pour vous redonner en tête une vue d'ensemble de ça. Et ce à quoi nous on va s'intéresser ici, c'est quelque chose qui va être dans la période autour de 1609 là. Et je veux quand même du coup mentionner un autre événement qui a sa place là-dedans, 1542, donc quasiment en même temps que le modèle de Copernic. C'est une coïncidence assez étonnante, voilà. En 1542 est créé ce qu'on appelle le Saint-Office, qui est plus connu sous le nom de Inquisition romaine. Donc c'est une sorte de tribunal religieux qui est chargé de juger les écarts au dogme de la foi chrétienne. C'est pas des gentils. Hein. C'est des gens qui, c'est un tribunal, et c'est un tribunal en particulier qui a aussi une branche exécutive. Donc quand vous êtes puni, vous êtes puni vraiment, quoi. Il y a des gens qui sont tués, qui sont brûlés, torturés, etc. Bon. C'est pas leur seul rôle, mais c'est quand même c'est un des rôles qui va ici être important dans l'histoire qui suit. Donc le personnage qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Galilée, qui est né en 1564, donc une vingtaine d'années après que le modèle de Copernic a été publié, après la mort de Copernic. Ils ne se sont pas connus du tout, il y a eu 20 ans d'écart entre la mort de l'un et la naissance de l'autre, et il est mort en 1642, et en gros, ça sera la fin de notre histoire. Voilà. Et je vais en profiter pour profiter comme excuse, Galilée comme excuse, pour vous parler en fait de cette période qui va de 1600 à 1642. Il s'est passé tout un tas de choses assez importantes pour l'histoire de la cosmologie à ce moment-là. Et je vais vous en parler. Alors je vais commencer par juste un survol de cette période-là, un peu que vous donner quelques repères. D'abord les gens. Donc vous avez Kepler qui meurt en 1630. Je vous rappelle que Tycho Brahe, lui, est mort en 1601. Donc essentiellement, Kepler va être un personnage vivant pendant la période que je vais aborder aujourd'hui. Le personnage qui nous intéresse, c'est Galilée. Couvre lui l'ensemble de la période, qui meurt en 1642. Vous avez un personnage dont je ne vais rien dire aujourd'hui, j'en parlerai la prochaine fois, mais il est là, voilà, quelque part, hein, il fait des choses, on verra ça la prochaine fois. Et lui, il est un peu plus tardif, dans le sens où il naît en 1596 et il meurt en 1650. Donc il est quand même assez jeune dans la période qui est ici, là. Donc il a 20 ans ici, Descartes, hein, sur sa ligne de vie, voilà. Et c'est dans cette période-là qu'il va devenir scientifiquement actif. Et enfin, un personnage, donc du coup, je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est Newton. Lui, son histoire commence ici. Et quand on présente ça, vous voyez souvent les gens remarquer que, tiens, c'est rigolo, Newton naît quasiment quand meurt Galilée, une sorte de continuité dans la pensée, dans l'histoire. Bon. C'est fortuit. Alors en fait, la date de naissance de Newton... si vraiment vous cherchez sur Internet ou dans des documents la date de naissance de Newton, vous allez être très surpris, parce qu'il y en a qui vous disent qu'il est né en 1642, d'autres qui vous disent qu'il est né en 1643. Et ça, vient pas du fait qu'on n'est pas sûr de la date de naissance de Newton, on sait exactement quand il est né, c'est dû au fait que les Anglais et les Européens,
enfin le reste des Européens, n'avaient pas le même calendrier à l'époque. C'était décalé d'une dizaine de jours, il me semble. Et donc lui, il est né le 1er janvier 1643 dans un des calendriers, et du coup en décembre 1642 dans l'autre calendrier. Alors ça, il faut le garder en tête quand on veut comparer des dates, par exemple des lettres qui peuvent s'être échangées entre Newton et d'autres gens sur le continent, voir qui répond à qui, ça peut être pas mal de savoir à quel calendrier on fait référence quand on cite une date. Donc voilà, ça c'est les gens dont je vais parler ici, essentiellement Galilée et Kepler. En fait, Descartes et Newton, j'en parlerai la prochaine fois. Et alors, ce qui s'est passé, les éléments clés que je vais aborder aujourd'hui, ça va commencer en 1597. Les premiers échanges entre Kepler et Galilée, en fait, ces gens-là se sont parlé. Pas beaucoup, on va le voir, pas assez, et d'une manière qui est très frustrante, mais ils se sont parlé. Et donc, ça a commencé en 1597, avant que Kepler soit très connu, avant que Galilée soit très connu aussi. En 1600, il se passe un événement important aussi, c'est l'exécution de Giordano Bruno. Est-ce que vous savez qui c'est, Giordano Bruno? Alors effectivement, il n'est pas forcément très connu, on sait peut-être vaguement qu'il y a un gars qui a été exécuté. Alors, et vous savez comment il est mort? Non, du coup, si vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas comment il est mort. Okay. Il est mort brûlé, en fait, il a été brûlé par l'Inquisition. C'est une des victimes de l'Inquisition romaine. Et je le mentionne ici parce que Giordano Bruno était quelqu'un qui était attaché à l'héliocentrisme. Donc voilà, il est mort, il était attaché à l'héliocentrisme. Alors, il n'est pas mort à cause de ça du tout. Ça va quand même faire un petit peu peur aux gens qui sont attachés à l'héliocentrisme, mais en fait, Giordano Bruno, c'était quelqu'un qui avait plein d'idées très iconoclastes apparemment, et notamment, il avait des idées sur la taille de l'univers, les mondes habités, et tout ça, bon, pourquoi pas. Ce qu'embêtait surtout l'Église, c'est qu'il avait aussi des idées très arrêtées sur le Christ, en fait que le Christ n'était pas un personnage divin du tout, en gros que c'était une sorte de magicien qui avait bien réussi, hop, regardez, je marche sur l'eau, et ça, forcément, ça plaisait pas du tout, et c'est en fait à cause de ça qu'il a été condamné et exécuté, brûlé vif sur une place à Rome. C'est pas pour excuser, enfin ça excuse rien, qu'on soit tué parce qu'on pense un truc, c'est juste monstrueux, mais c'est pas à cause de l'héliocentrisme qu'il est mort. Mais en tout cas, ça plane quand même un petit peu, ça peut planer dans l'esprit de certains, notamment les Italiens. Les gens en dehors d'Italie n'étaient pas forcément tous très conscients de ça. Apparemment, dans l'entourage de Kepler, les gens ne savaient pas trop qu'il avait été brûlé. Kepler le savait, mais autour de lui pas trop. Lui, Galilée, qui est un Romain, il le sait très bien, et il a en tête, il passait probablement tous les jours à l'endroit où ce gars avait été brûlé. Je pense qu'ils avaient un peu nettoyé, mais bref, non, j'arrête, c'est pas rigolo. Première date vraiment importante du coup pour la cosmologie, c'est 1609, les premières observations de Galilée à la lunette. Donc effectivement, Galilée est un des premiers personnages à utiliser la lunette astronomique pour observer le ciel, et ça date de 1609. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 6 ans, en 2009, c'était l'année mondiale de l'astronomie, et c'était à cause de ça, c'était pour fêter les 400 ans de cet événement-là. Du coup, il observe plein de trucs, je vais y revenir, et il publie un ouvrage qui va faire date, qui s'appelle Le Messager céleste, dans lequel il rapporte les différentes découvertes qu'il a faites grâce à la lunette. En 1615, une lettre sur laquelle je vais revenir, la lettre à la grande duchesse Christine, il commence à y avoir quelques voix qui s'élèvent contre ce que raconte Descartes, quelques voix s'élèvent contre ce que raconte Galilée, notamment le fait que Galilée promeut l'héliocentrisme. Il fait ça assez discrètement, c'est pas non plus son cheval de bataille, mais il le fait, il y tient, et du coup des gens sont pas d'accord, ça commence à discuter, et là en 1615 il écrit une lettre importante pour mettre les choses au point, dire pourquoi il pense que l'héliocentrisme d'une part ça décrit la réalité à son avis, et surtout pourquoi est-ce que son avis compte plus que celui des religieux. Voilà, il met un peu les choses au point sur la connaissance, dire que les religieux croient un truc, c'est une chose, que les scientifiques en croient une autre, c'est aussi une chose, et ces deux connaissances ne sont pas à mettre sur le même plan du tout. J'y reviendrai tout à l'heure. Du coup, ça se passe pas bien pour lui, et un procès en 1616 en gros de l'héliocentrisme. On verra que Galilée s'en sort très bien, en fait, il n'est pas inquiété du tout à l'issue de ce procès. En 1632, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, il écrit un ouvrage très général sur l'héliocentrisme qui s'appelle Le dialogue sur les deux mondes. Ça, j'y reviendrai aussi. Du coup, il est re-inquiété, rejugé, et cette fois-ci, il est condamné. Donc en 1633,
Galilée est formellement condamné comme hérétique par l'Inquisition. Et il va mourir en 1643. Il n'est pas exécuté, hein, il est pas, sa peine, c'est pas d'être mis à mort. C'est une peine d'emprisonnement qui, on verra, se passe pour un emprisonnement pas trop mal non plus pour lui, mais il est quand même condamné formellement à cause de cet héliocentrisme. Et alors je vous ai mis aussi quelques autres dates dans cette frise qui vont aussi jouer un rôle. Je vous rappelle les lois de Kepler en 1609, donc vraiment en même temps que les observations de Galilée à la lunette, tout ça, ça se fait en même temps, de manière indépendante hein, d'ailleurs. En 1611, Kepler publie un ouvrage d'optique dans lequel il décrit le fonctionnement de la lunette astronomique. Ça, c'est une suite directe des observations de Galilée à la lunette. En gros, Kepler a connaissance des observations de Galilée, essaye de comprendre comment marche cette lunette, le comprend effectivement, et en fait, avec cet ouvrage dioptrique, c'est l'acte de naissance de l'optique géométrique telle que vous la connaissez aujourd'hui. En 1627, il publie les tables Rudolphine. En 1631, j'en parlerai à la fin, il prédit, grâce à ces tables-là, ce qu'on appelle les transits de Mercure et de Vénus, c'est-à-dire le passage de Mercure ou de Vénus devant le Soleil. C'est quelque chose qu'on peut effectivement observer, par exemple avec une lunette astronomique, bien protégée, enfin en faisant ce qu'il faut pour ne pas être ébloui par le Soleil, ou par projection avec une chambre noire. Mais voilà, il fait la prédiction qu'en 1631, il y aura ces transits. Alors, je n'ai pas mis la date ici, mais il meurt en 1630. Il ne le verra pas, en fait. Sa prédiction, effectivement, a été vérifiée. Les transits ont eu lieu, ont été observés, mais lui ne le verra pas. Alors, donc, voilà, à gauche, Kepler, à droite, Galilée. C'est de ces deux personnes-là dont on va parler. Et alors, le point de départ des échanges entre ces deux personnes, donc, c'est 1597, la date à laquelle Kepler publie son livre Le Mysterium Cosmographicum. Vous vous rappelez, c'était celui dans lequel il y avait les polyèdres qui étaient imbriqués les uns dans les autres, là, avec les sphères et tout ça, donc il permettait de donner une prédiction, une explication, au sens de Kepler en tout cas, une explication de la taille du système solaire, de la taille relative des différentes orbites. Et Kepler, en 1597, tout fier de son ouvrage, écrit à Galilée, c'est lui qui fait le pas, il envoie une lettre à Galilée, qui est à l'époque déjà un professeur de mathématiques, à l'époque on appelait ça comme ça, qui était connu pour sa mécanique, qui commençait à faire des expériences de chute, à quelle vitesse tombent les objets, etc. Entre parenthèses, c'est une des choses pour lesquelles Galilée aujourd'hui est connu. Hein. Il a étudié notamment la chute libre et le fait que quand on lâche un objet, l'objet a une vitesse qui augmente progressivement au cours du temps. On dirait aujourd'hui l'accélération est uniforme, là où les gens pensaient avant que le truc était au repos, puis tout d'un coup, paf, sa vitesse était constante et tombait à vitesse constante. Voilà. Lui, il étudie ça, Galilée, et il montre que ce n'est pas le cas. Bon. Bref, Kepler écrit à Galilée. Galilée lui répond en lui disant très bien, votre bouquin. En fait, il lui répond tout de suite. Je n'ai pas le temps de le lire là, mais je suis tellement enthousiaste, ça a l'air tellement bien, vous avez vraiment l'air super fort, je trouve ça vraiment formidable. Avant même de le lire, je peux vous dire que je suis déjà emballé, la super lettre, quoi. Voilà. Et il lui explique aussi à ce propos, Galilée, que il voit que dans son livre, Kepler a abordé un point de vue dans lequel le Soleil était au centre de l'univers, et Galilée dit, là je reconnais un ami de la science, je suis content que vous mettiez en avant ce modèle héliocentrique, parce que je suis moi-même convaincu de ce modèle-là, j'ose pas trop l'exprimer pour différentes raisons, mais je suis content que vous le fassiez. Et alors voilà notamment ce qu'il écrit exactement dans ce qu'écrit Galilée à Kepler, c'est un extrait ici de la lettre, et ça vient d'une référence qui est ici, là, lettre de Galilée à Christine de Lorraine, grande duchesse de Toscane. Donc ça, ce n'est pas un extrait de la lettre dont le titre figure ici, mais dans l'article qui est ici, le gars fait une introduction où il cite les échanges préalables entre Kepler et Galilée, dont cette lettre fait partie. Et voilà ce que dit Galilée à Kepler. Depuis de longues années, j'ai adopté la théorie de Copernic. Ça, c'est en 1597 qu'il dit ça. Donc ça fait longtemps déjà que je suis convaincu de ça. J'ai mis par écrit de nombreuses réfutations d'argumentations contraires. Toutefois, je n'ai pas osé les publier, effrayé par le sort de Copernic, notre maître. Bien qu'il se soit acquis auprès de quelques-uns une renommée immortelle, il paraît pourtant ridicule et absurde aux yeux d'une infinité de gens, tant est grand le nombre des sots. J'aurais le courage d'exposer ma pensée s'il y avait un grand nombre d'hommes comme toi, mais comme il n'en existe pas, je m'abstiendrai.
Donc, alors il y a quelques petits points intéressants ici, juste de vocabulaire. Il dit j'ai été effrayé par le sort de Copernic. Galilée dit ça. Or, si vous vous rappelez bien, il ne s'est pas passé grand-chose pour Copernic. Enfin, il est mort, mais ça a fini par arriver à tout le monde. Mais il n'a pas été condamné par personne, etc. Je vous rappelle que ce que craignait Copernic, c'était le ridicule. Hein. C'était le fait que les gens pensent que c'était simplement débile sa théorie. Et là, c'est la même crainte qu'a Galilée à cet endroit-là. Quand il parle du sort de Copernic, c'est celui-là. Et d'ailleurs, c'est corroboré par la suite de la lettre. Hein. Donc, il a simplement peur d'être pris pour un débile et il n'ose pas annoncer tout haut qu'effectivement, il est pour le système de Copernic. Donc, il le dit explicitement ici. Alors, à la suite de cette lettre, Kepler répond à Galilée et dit « Non mais si, lancez-vous, quoi. On a besoin de gens comme vous, on a besoin d'un grand scientifique, d'un grand savant qui s'engage dans cette grande cause. Vous n'avez pas de ridicule à craindre, genre je suis à vos côtés. » Voilà, il l'encourage. Galilée ne lui répond pas. Et Kepler va faire plusieurs pas comme ça vers Galilée pour essayer de le relancer. Et Galilée, en fait, ignore complètement Kepler. C'est un peu bizarre. On va voir que le personnage de Galilée, de toute façon, est un peu bizarre, mais voilà, à partir du moment où Galilée a écrit ça à Kepler, il ne lui écrit plus. Et leur prochaine correspondance va venir 13 ans plus tard. Bon, donc ça c'était le premier contact entre ces deux gens-là. Bon. En 1609, donc il se passe quelque chose d'important dans le monde de l'astronomie, c'est l'avènement de la lunette astronomique, qui, pour vous, vous rappelle ces mauvais souvenirs-là, si vous avez fait de l'optique, et je sais que vous en avez fait. Donc ce qu'on va appeler ici lunette astronomique, c'est un dispositif constitué de deux lentilles. Une lentille convergente qu'on appelle l'objectif, là-bas, qui est dirigée du côté de ce qu'on veut regarder, et une lentille divergente qui s'appelle l'oculaire et près duquel on met l'œil. Et essentiellement, des rayons qui arrivent avec une certaine inclinaison repartent après traversée de l'instrument, si on a bien réglé la position relative des lentilles, repartent dans une autre direction. L'angle alpha prime ici est plus grand que l'angle alpha, et c'est ce qu'on appelle le fait que ça grossit. Les objets apparaissent plus grands quand on regarde dans un tel objet. Là, ce que je vous présente ici, ce n'est pas du tout la manière dont Galilée voyait ça. Galilée n'avait pas les moyens de faire ça. Tous ces diagrammes avec des rayons qui traversent tous une lentille et tout ça, ça sera vraiment postérieur à Galilée. Lui, il n'a pas de compétences du tout en optique géométrique. D'ailleurs, l'optique géométrique existait à peine à ce moment-là. C'est Kepler qui allait l'inventer 2 ans plus tard. Ce qui s'est passé vraiment, c'est que y a des gens qui ont inventé cette lunette ou qui l'ont découverte de manière fortuite en prenant une lentille divergente, une convergente, et en s'apercevant, je ne sais pas comment, qu'en regardant comme ça, ce qu'on voit derrière est agrandi. Il y a tout un tas de légendes, du coup des mythes, ce serait des enfants en jouant qui auraient vu ça, ça serait un opticien à qui on a demandé de faire des lentilles différentes, puis qui les voit alignées sur son banc et paf, il regarde, ah je vois agrandi derrière, bon, vous pouvez imaginer tout un tas de trucs. En fait on ne sait pas, simplement on ne sait pas qui l'a inventé, voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1608, donc 1 an avant la date dont on va parler, la date liée à Galilée, donc 1608, des lunettes de ce type-là circulent à Francfort et aux Pays-Bas. Circulent, c'est-à-dire que des gens les utilisent, les gens les vendent. Voilà, on peut se procurer un dispositif grossissant en 1608 à Francfort aux Pays-Bas. Ça arrive à Paris et en Angleterre en 1609, aux premières moitiés de l'année 1609. Et en août 1609, en mai 1609, Galilée entend parler de cette lunette. Et assez rapidement, donc c'est là où est une partie de son talent, de son génie, si on veut, c'est qu'à partir du moment où il a entendu parler de ça, il arrive à en refaire une tout de suite, et il arrive surtout à en faire une qui grossit plus que ce que faisaient les gens avant. Il arrive à l'améliorer. Il n'a pas les connaissances encore d'optique géométrique, encore une fois, pour le faire, mais par essai-erreur, voilà, il arrive à faire une lunette qui grossit effectivement 7 fois, 8 fois, il va arriver jusqu'à 30 fois comme ça. Là où les lunettes qu'on trouve dans le commerce à l'époque, c'est plutôt 3 fois. Donc lui, il arrive à faire un objet qui commence à avoir un grossissement respectable. Et du coup, en août 1609, il invite le Sénat de Venise, donc des hommes politiques, des gens de pouvoir, des puissants. Il invite les puissants à venir admirer sa lunette. Il fait une sorte de happening. Voilà, venez voir, on va regarder des trucs et tout, ça va être bien. Effectivement, le Sénat de Venise est emballé. Les gens réalisent assez vite le potentiel militaire de cette application, parce que voir une lunette, donc c'est Galilée lui-même qui met ça en avant, hein. Il dit grâce à cette lunette, on verra arriver les gens beaucoup plus tôt que ce que eux nous voient. Voilà. Les bateaux qui arrivent vers nous, avec la lunette, on les verra plus tôt, et on aura comme ça un avantage tactique sur eux. Du coup, effectivement, le Sénat est emballé par ça. Galilée cède les droits de cette lunette
à la République de Venise, et du coup il se voit récompensé par un poste à vie, c'est pas mal, donc il est tranquille pour le reste de ses jours, et son salaire se voit doublé à ce moment-là. Donc il a réussi un bon coup là, hein. Il n'a pas encore regardé le ciel à ce moment-là, mais déjà voilà, il gagne 2 fois plus d'argent, et il est tranquille professionnellement jusqu'à la fin de ses jours. Et alors, ça fait un petit peu rigoler à l'époque cet épisode, parce que assez rapidement, là je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait vendre, les lunettes étaient vendues à Paris, en Angleterre, etc. Assez rapidement, ça va être le cas en Italie aussi. Et je crois que c'est pour 1000 florins par an que Galilée donc, a vendu en quelque sorte les droits au Sénat de Venise, alors que pour quelques florins, quelques mois plus tard, on arrive à en acheter dans la rue en fait. Hein. Il y a des vendeurs qui vous vendent ça pour non pas 3 fois rien, mais beaucoup moins que ce qui est octroyé à Galilée. Donc c'est un bon coup pour Galilée. Il avait, parmi ses différents talents, il y avait celui-là, celui de savoir se placer du point de vue politique. Et alors, il va faire tout un tas de choses, Galilée, donc il va pointer il va faire tout un tas de choses, c'est nul, je reprends. Avec cette lunette, donc, Galilée va assez vite la tourner vers le ciel et faire des observations et voir des choses que du coup personne ou peu de gens ont vues avant. Et la liste, elle est assez impressionnante. Hein. En fait, dès qu'on a un objet qui grossit 10 fois, vous le pointez vers le ciel, et effectivement des choses que vous voyez, que vous ne voyiez pas avant. Je vous invite, si vous avez une paire de jumelles tout simplement chez vous, à regarder le ciel aux jumelles. Effectivement, vous allez voir tout ce qu'a vu Kepler ici. Pardon, tout ce qu'a vu Galilée ici. En particulier, d'abord la Lune. Si on regarde la Lune avec une lunette, on s'aperçoit que effectivement, la Lune a des reliefs. Il y a des sortes de cratères et surtout il y a des ombres. Et suivant la position du Soleil par rapport à la Lune, on voit que les ombres qui sont projetées par les bords des cratères ne sont pas orientées dans la même direction. Et donc ça laisse supposer que la Lune possède des montagnes, des reliefs importants. Et voilà, ça on ne le savait pas avant. Alors j'ai mis ici le nom de Thomas Harriot et ainsi que son portrait, parce que il n'est pas le seul, en fait, Galilée à avoir observé le ciel, et notamment à avoir observé les reliefs de la Lune. Thomas Harriot l'avait fait avant. Donc Thomas Harriot, de la même façon que Galilée avait entendu parler de la lunette, a réussi à mettre la main sur une lunette. Lui, c'est pas lui qui l'a faite, mais voilà. Et du coup, il a pointé vers le ciel, et à peu près à la même époque, a effectivement observé les mêmes choses que Galilée. Et il y a certaines des découvertes faites par Galilée où la priorité se joue à 24 heures près. Hein. Des choses que Thomas Harriot a observé un jour et Galilée le lendemain, ou l'inverse. Donc en gros, en même temps, ces gens-là observaient la même chose. C'est pas tellement étonnant, à partir du moment où il y a la technologie, on va dire, de la lunette qui est là, plusieurs personnes dans le monde ont l'idée d'en faire la même chose, et du coup voient la même chose au même moment. Autre chose qui est observée, c'est les étoiles de la Voie lactée. Galilée réalise que ce qui apparaît dans le ciel comme une espèce de banc de taches lumineuse uniforme, donc la Voie lactée, en fait quand on regarde dans le détail, c'est tout un ensemble de petites étoiles. Voilà. Ce sont des étoiles au même titre que celles qu'on voit à l'œil nu, mais qui sont beaucoup plus denses et beaucoup plus serrées. Ça jouera un rôle vraiment après dans les conceptions de ce qu'est notre univers, de ce qu'est une galaxie notamment, etc. Lui, il n'en est pas du tout là, mais il voit que ce sont aussi des étoiles. Il observe aussi les taches solaires. Alors là, il ne le fait pas en pointant la lunette directement vers le soleil. Ne le faites pas, vous allez juste vous cramer les yeux. Hein, bon. Donc il y a des techniques pour faire ça avec une lunette, mais sans regarder dedans. Et donc il observe des taches solaires. Donc taches solaires, c'est des petites taches effectivement sur le soleil. Il n'y en a pas tout le temps, il n'y en a pas tout le temps non plus en même nombre. Des fois, il y en a un petit peu, des fois beaucoup. Et ce dont il s'aperçoit, c'est que ces taches bougent autour du temps et semblent indiquer que le soleil tourne sur lui-même. Donc voilà, et ça c'est aussi des observations qui sont faites par tout un tas d'autres gens. Il y a au moins 3 autres personnes, Fabricius, Harriot de tout à l'heure et puis Scheiner, qui le découvrent aussi à peu près au même moment. Et le cas des taches solaires, il est assez intéressant parce que là on sait absolument avec certitude que ce n'est pas Galilée qui l'a vu le premier, que c'est même probablement lui qui a vu ça le dernier. Hein. Ça va lui être associé quand même, et il va revendiquer en fait Galilée la priorité pour ça. Et en fait apparemment Galilée il se considérait vraiment comme Monsieur Lunette. Et en gros, dès que quelque chose était découvert avec la lunette, il fallait que ça soit lui. Hein. Donc il va mettre la pression pour que les gens disent que c'est lui qui a observé les taches solaires le premier, alors que ce n'était pas le cas. Ça va évidemment mettre les gens en colère. Le Scheiner qui est ici, là, c'est quelqu'un qui appartient à l'ordre des Jésuites, quelqu'un qui va jouer un rôle après dans les accusations d'hérésie contre Galilée. Donc Galilée, là, avec ces découvertes-là, donc devient célèbre, mais se met aussi à dos des gens
qui vont avoir un rôle important après dans son histoire. Il y a les satellites de Jupiter qui sont découverts aussi. Donc Jupiter, c'est une planète qu'on observe assez facilement dans le ciel, et dès qu'on pointe une lunette dessus, on s'aperçoit qu'elle a une taille finie, que c'est un disque et non pas un point, et on s'aperçoit aussi qu'elle est flanquée de plusieurs petits points qui ont un mouvement qui semble attaché à lié d'une certaine manière, en tout cas qui tourne autour Jupiter. Ce sont les satellites de Jupiter. Il y en a quatre importants. On n'en voit pas tout le temps 4 parce que des fois il y en a un qui est devant ou derrière Jupiter, mais voilà, les bons soirs on arrive à en voir 4. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir aussi avec des jumelles. Vraiment des jumelles qui grossissent 8 ou 10 fois. Vous regardez Jupiter, alors il faut se caler, parce que sinon les jumelles ça fait ça et c'est super difficile, mais vous calez contre un mur, vous calez les jumelles contre un mur et vous voyez vraiment très très bien ces satellites. J'ai mis ici Simeon Marius parce que là aussi il y a quelqu'un qui a fait la même découverte à peu près en même temps. Là ça s'est aussi joué à quelques jours près, mais voilà, il y a quelqu'un d'autre sur le coup. Deux autres choses qui sont découvertes. Le truc autour de Saturne. Donc le truc autour de Saturne, je n'ai pas voulu dire l'anneau, parce que Galilée, ce n'est pas un anneau qu'il voit. Il voit qu'il y a quelque chose de part et d'autre de Saturne, mais il ne voit pas que c'est une forme d'anneau, mais il voit qu'il y a quelque chose quand même. Voilà. Et il voit aussi les phases de Vénus, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. Vénus, quand on le regarde au télescope, ce n'est pas une boule, ça ne fait pas un disque dans le ciel, mais ça fait un croissant, comme la Lune. Et ça nous dit quelque chose en fait sur le modèle, sur la disposition relative de Vénus, de la Terre et du Soleil. Et du coup, alors en 1610, une époque où il n'a pas encore fait toutes les découvertes que j'ai indiquées là, mais il a fait les plus importantes, notamment celles des satellites autour de Jupiter, il le publie dans ce qui s'appelle Le Messager céleste. Un ouvrage assez court, un ouvrage qu'il écrit en italien. Ça c'est important aussi, il n'écrit pas en latin. Il n'écrit pas pour le monde savant, il écrit pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose qu'il revendique. Il veut que tout le monde soit au courant de ces découvertes. Et du coup, il fait en sorte que ça soit effectivement très très publicisé. Et donc, dans ce messager céleste qui va rapidement se répandre dans toute l'Europe, donc il décrit ces observations qu'il a faites. Alors, je vais m'attarder sur le cas des satellites qu'on appelle les satellites médicéens. Médicéen, c'est pour Médicis. Donc, en fait, il a dédié cette découverte, il a donné le nom de ces satellites au grand-duc de Toscane comme deux de Médicis. Voilà, donc on les appelle du coup les satellites médicéens. Vous trouverez aussi le nom satellite galiléen parfois, parce que c'est Galilée qui les a découverts. Et voilà, alors cette découverte-là, elle va poser deux problèmes dès le début. Et il va y avoir des querelles associées à ça. La première querelle, c'est que l'idée que quelque chose tourne autour d'une autre planète que la Terre, d'un autre objet que la Terre, pose problème. Ça rejoint des objections qu'on avait déjà vues à propos de Copernic. Des gens pensent que c'est plutôt la Terre qui doit être au centre et tout doit tourner autour de la Terre. Donc de voir des choses qui tournent autour de Jupiter, ça pose un problème. Après on pourrait se dire, ça pose un problème, mais tant pis pour vous les gars, quoi. Enfin, c'est là, on l'observe. Là, deuxième problème, c'est qu'en fait, c'est pas si simple à voir que ça. Je vous ai dit, j'ai eu l'air de vous dire que c'était simple en vous disant, prenez des jumelles, regardez, vous allez les voir. L'instrument que Galilée avait, c'était pas une jumelle d'aujourd'hui. Les lentilles qu'il utilisait, elles étaient de beaucoup moins bonne qualité que celles qu'on a aujourd'hui. Elles étaient polies d'une manière qui n'était pas forcément optimale. Le verre lui-même n'était pas forcément de très bonne qualité, n'était pas absolument transparent. Il pouvait y avoir des bulles dans le verre, il pouvait y avoir des défauts, des craquelures, tout un tas de choses. Et ça fait que... alors il en a fait une soixantaine des lunettes Galilée, et parmi ces soixantaines, il y en devait en avoir, je ne sais pas, 5 ou 6 dans lesquelles on arrivait effectivement à voir ça. Avec une mauvaise lunette, vous pointez une mauvaise lunette vers une étoile, et vous la voyez double ou triple. Et donc vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans le ciel, mais c'est juste votre lunette qui est pourrie. Donc il y a plusieurs démonstrations qui ont été faites où les gens essayaient de voir effectivement de voir les satellites de Jupiter et ils voyaient tout en double, ou alors ils voyaient rien. Donc ça n'a pas vraiment aidé ça à rendre le truc plausible. Bon. Ceci dit, quand Galilée lui-même faisait des démonstrations devant des gens importants, il s'assurait qu'il avait une bonne lunette et qu'effectivement on arrivait à voir dedans ce que lui avait vu. Mais il ne faut pas imaginer que tout d'un coup, voilà, on a la lunette astronomique se répand, et donc on a une vision absolument très claire, au sens optique, du ciel. Non, c'est un instrument qui est vraiment bourré de défauts.
Alors, Kepler va apporter son soutien à Galilée pour cet épisode des satellites médicéens. Et voilà, il va le faire de la manière suivante. En août 1610, Kepler apprend d'abord indirectement par oui dire que Galilée aurait observé 4 nouveaux objets dans le ciel. Alors, il est tout fou, il attend avec impatience de recevoir le messager céleste. Effectivement, quand qu'il le reçoit et qu'il ouvre le messager céleste, il est tout fou et il se dit waouh, c'est vraiment quelque chose qui révolutionne la vision qu'on a du ciel. En particulier que des objets tournent autour d'une autre planète, ça conforte un petit peu le modèle héliocentrique, je vais y revenir tout à l'heure. En tout cas, il félicite Galilée. Il fait même mieux que ça, il n'écrit pas directement à Galilée, enfin il le fait, mais en plus il publie un petit livre, une sorte de pamphlet plutôt que vraiment un ouvrage, quelque chose qui n'est pas très long, mais qui s'appelle Conversation avec le messager céleste. Alors, messager céleste, c'est Galilée, c'est le gars qui vient apporter le message du ciel. Il ne se prenait pas non plus pour son logarithme, celui-là, mais bon. Donc, dans Conversation avec le messager céleste, Kepler dit tout le bien qu'il pense des découvertes qu'a fait Galilée, mais aussi de Galilée lui-même et du fait que voilà, il faut vraiment poursuivre dans cette voie-là. Alors, scientifiquement, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais c'est un message. Et parmi les scientifiques de l'époque, les astronomes de l'époque qui doutent de Galilée, car qui ne sont pas arrivés à voir dans la lunette par exemple, ou qui n'ont quand même pas essayé, mais qui pensent que c'est pas vrai, voilà. Le fait que quelqu'un d'aussi important que Kepler, parce qu'en 1600, à cette époque-là, en 1610, Kepler est effectivement un personnage très important en astronomie, ce soutien de Kepler, vraiment, c'est important. Ça veut dire, tiens, si Kepler lui-même est d'accord, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose, et vraiment, ça donne un coup de boost à la vision de Galilée, en fait. Et d'ailleurs, dans la foulée, en 1611, il publie la dioptrique. Donc, il s'intéresse au mécanisme qui fait qu'une lunette grossit. Donc, il s'intéresse à l'optique. Il explique effectivement pourquoi une lunette grossit. Et ça, c'est aussi important pour Galilée. Parce que là, tous les gens qui disent « Non, mais vos points autour de Jupiter, là, c'est juste des artefacts. C'est dû au fait que cet instrument bizarre, en mettant 2 lentilles différentes, on ne sait pas ce que ça fait. » Si, voilà, maintenant, avec Kepler, on sait ce que ça fait. Exactement. Ça grossit. On comprend pourquoi. Et on comprend du coup aussi, Kepler permet de comprendre comment on peut faire des meilleures lunettes aussi. Donc ça va accélérer aussi le mouvement vers des meilleurs instruments. Entre parenthèses, dans la dioptrique, il invente aussi un autre type de lunette, qui va s'appeler la lunette de Kepler, qui est une lunette dans laquelle vous avez 2 lentilles convergentes. Au lieu d'une lentille divergente et une convergente, vous avez 2 convergentes. Ça, ce que ça fait, c'est un instrument qui inverse les images, vous voyez à l'envers dedans, mais donc ça c'est un inconvénient, mais ça a des avantages, notamment au niveau du champ de vue, et ça permet des observations plus confortables. Alors ça ne va pas être utilisé tout de suite, mais voilà, quelques décennies plus tard, les gens vont redécouvrir ça et vont utiliser en fait plutôt des lunettes du type Kepler que des lunettes de type Galilée. La réaction de Galilée à tout ça, c'est le silence. Galilée ne répond pas à Kepler. Même quand Kepler lui demande explicitement des choses, notamment Kepler lui demande une lunette assez rapidement. Donc Kepler lit le messager céleste, voit qu'effectivement lit que des choses ont été découvertes, lui il a envie de se faire une opinion à lui. Il sait que des gens voient des choses dans la lunette, d'autres n'en voient pas, et il veut, lui, avant de donner un avis, vraiment voir dedans. Alors, en fait, il fait confiance à Galilée au début, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir vu, il est d'accord avec ce qu'écrit Galilée, lui fait confiance, mais il lui écrit quand même, bon, moi je voudrais quand même que vous m'envoyez une lunette pour que je vois effectivement dedans et que je puisse affirmer qu'effectivement on voit ça. Galilée ne répond pas, n'envoie pas de lunettes, au bout d'un moment, Kepler s'impatiente un peu, dit, bon voilà, en gros, Galilée, vous êtes bien gentil, mais moi maintenant les gens me disent qu'on voit rien dans la lunette, je me suis engagé vis-à-vis de vous, donc il faut quand même que vous fassiez, ou bien vous me donniez des témoins de gens qui ont vu effectivement, des noms quoi, ou bien vous m'envoyez une lunette. Donc là Galilée panique un peu parce qu'il voit quand même que Kepler, qui est un de ses soutiens importants, risque de le lâcher. Donc effectivement il lui répond. Et il n'envoie pas de lunettes directement à Kepler, il l'envoie à un autre personnage important, à l'empereur en fait. Et Kepler va pouvoir dans la lunette de l'empereur voir les objets et effectivement du coup corroborer toutes les observations de Galilée. Et vous voyez encore là le personnage, Galilée, il envoie ça à l'empereur. C'est un peu bizarre quand même. Hein. Bon. Alors, l'importance de ces découvertes-là, à part le fait que ce sont des objets nouveaux, c'est toujours important de voir des trucs nouveaux, mais c'est que ça montre que les cieux ne sont pas si différents de la Terre, que les cieux sont des endroits dans lesquels il peut y avoir du changement.
notamment le Soleil, par exemple, c'est pas une sphère parfaite, il y a des taches. C'est pas une sphère immobile, c'est en train de tourner le Soleil tourne sur lui-même. Donc des choses qu'on observe dans la vie de tous les jours ici, sur Terre, peuvent aussi se produire dans le ciel. De la même manière que la Lune n'est pas une sphère parfaite non plus, elle a des montagnes comme sur la Terre. Donc c'est un objet qui finalement n'est pas très différent de la Terre. Et ça, c'est vraiment en rupture brutale avec la vision d'Aristote notamment, à laquelle beaucoup de gens sont attachés à l'époque, qui est de dire il y a la physique de la Terre et puis il y a tout le reste, ce qui est au-delà de la Lune, voilà, ça obéit à des lois différentes, ce sont des objets parfaits, immuables, etc. Voilà, on ne peut plus dire ça à partir de ce moment-là. On ne peut plus le dire de bonne foi, en tout cas. C'est assez amusant d'ailleurs quand on va voir dans le détail ce qu'écrivent les gens à cette époque-là. Les gens vont faire des analogies très loin, enfin vont aller très loin dans les analogies entre la Terre et la Lune. Notamment, des gens vont se dire, finalement la Lune, c'est un truc rond comme la Terre, il y a des montagnes comme la Terre, il y a sûrement des gens. Et voilà, donc c'est sûrement habité. Et très rapidement, les gens se posent la question, est-ce qu'il y a des mondes habités? Est-ce que la Lune en fait partie? Tout ça. Ils se posent la question sérieusement, et c'est une question effectivement pertinente et sérieuse. Alors, il y a un aspect de curiosité purement astronomique qui fait pas de mal, et voilà. Mais il y a un autre aspect lié à ça qui va commencer à embêter un peu les religieux, c'est si on commence à se demander s'il y a des gens là-bas, qui les a fait? Est-ce que c'est Dieu qui a fait les gens qui étaient sur la Lune? Si oui, est-ce qu'il les a fait aussi à son image? Du coup, l'homme sur la Terre n'est pas unique. Il perd un peu une position privilégiée dans son rapport avec Dieu, et ça commence un petit peu à poser des problèmes, ça. C'est pas le problème le plus important avec la religion, mais c'en est un. Alors l'autre observation, une autre observation de Galilée qui va jouer un rôle dans la vision qu'on a du système solaire, c'est l'observation des phases de Vénus. Et sur la photo qui est ici, c'est un montage où vous voyez Vénus, une photographie moderne, du coup, hein, on voit pas ça aussi bien dans la lunette de Galilée, où on voit donc la planète Vénus prise à différents moments de l'année. Et on peut remarquer plusieurs choses ici. On peut remarquer qu'elle n'a pas du tout la même apparence tout le temps. En particulier qu'à certains moments, elle a des croissants. Voilà, elle est montante en quelque sorte, donc c'est juste un fin croissant. À d'autres moments, elle est quasiment pleine ou pleine. Voilà. Donc ça fait finalement des phases comme la Lune. Donc on se doute bien que c'est parce que le Soleil éclaire la planète, donc ça nous dit quelque chose sur où se trouve le Soleil par rapport à cette planète-là. Et il y a un autre point important ici qu'il faut remarquer sur cette figure, c'est la taille. La taille des observations ici a été respectée par rapport à ce qu'on voit, c'est-à-dire que Vénus apparaît effectivement plus grosse quand elle est en croissant que quand elle est pleine. Voilà. Ces deux observations-là ne s'expliquent pas dans le modèle géocentrique. Ce que j'ai représenté ici, c'est au centre la Terre, à l'extérieur ici le Soleil qui tournerait autour de la Terre, et puis à l'intérieur ici la planète Vénus qui tournerait par exemple ici sur un épicycle, qui lui-même tournerait sur un déférent. Comme on savait que Vénus restait toujours à proximité du Soleil, enfin on l'observe toujours à proximité du Soleil, en gros ce rond-là il reste devant le Soleil, voilà. Mais si vous regardez comment le Soleil éclaire Vénus dans cette disposition-là, vous voyez que le Soleil est toujours derrière Vénus. Donc à aucun moment vous ne devez voir ici Vénus dans une phase pleine. Vous devez toujours la voir sombre ou en croissant quand elle est sur le côté. Ce n'est pas ce qu'on observe. Alors que dans le système héliocentrique, voilà ce que ça donne. Le Soleil est au centre. Nous, on est à l'extérieur ici. Vénus est une planète intérieure. Et effectivement, vous voyez ici que dans son trajet autour du Soleil, quand Vénus se trouve entre nous et le Soleil, donc quand elle est au plus près de la Terre, elle est ou bien nouvelle, c'est-à-dire vide, ou bien il y a éventuellement un fin croissant. Et puis quand elle s'éloigne, le croissant s'agrandit, jusqu'à ce que la planète devienne pleine. Et c'est aussi le moment où elle est le plus éloignée, donc où elle est le plus petite. Donc vous voyez que ces observations de Vénus là confortent vraiment complètement ce point de vue-là, le point de vue du système héliocentrique. Alors, si on veut être tout à fait honnête, ça serait aussi en fait en accord avec le système géocentrique suivant, qui serait un système dans lequel la Terre est au repos, le Soleil tourne autour de la Terre et Vénus tourne autour du Soleil. En fait, ça, c'est ni plus ni moins que le modèle de Tycho Brahe dont je vous ai parlé l'autre fois. C'est le même modèle que le modèle héliocentrique, mais vu depuis la Terre. Donc ici, c'est la même chose. Voilà. Et donc ces observations-là ne permettent pas d'éliminer une sorte de dégénérescence ou d'indétermination entre ce modèle-là de Tycho Brahe et celui de Copernic.
Alors, ça, il faut faire attention à ça parce qu'on peut lire assez souvent, et Galilée lui-même le disait, que voilà, ces observations montraient de manière certaine que c'était le modèle de Copernic qui était le bon. C'est pas le cas. Si vraiment on veut réfléchir rigoureusement, c'est pas le cas. Alors Galilée, c'était aussi un grand comique, et il aimait bien faire des jeux. Non, en fait, c'est pas des jeux du tout. Galilée, il communiquait une partie de ses découvertes par anagramme, c'est-à-dire que il écrivait une phrase. Je vais vous la mettre ici. Voilà. Ça, par exemple. Voilà. Il avait découvert quelque chose. Il voulait être sûr que personne n'allait lui voler le scoop. Donc, il voulait, en sorte, comme déposer un brevet, quoi, mettre une preuve, donner une preuve qu'il avait fait l'observation qu'il avait faite. Mais il ne voulait pas que tout le monde le sache parce qu'il voulait avoir un peu de temps, lui, pour profiter de son avance, en quelque sorte. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il codait un message en anagramme. Donc, il publiait, par exemple, ça. Tout le monde avait connaissance de ça. Et ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire une phrase dont lui seul avait le sens. Alors évidemment, les gens essayaient de deviner, hein, c'était comme un jeu, il n'y avait pas de Sudoku à l'époque, donc les gens essayaient de deviner les anagrammes de Galilée. Et Kepler notamment essayait, parce qu'évidemment, Galilée ne va rien dire à Kepler. Kepler va lui écrire plusieurs fois en lui disant « mais là, l'anagramme, je ne trouve pas vraiment, qu'est-ce que tu as observé ?» Tout. Galilée ne répond pas. Bon. Et donc l'anagramme de août 1610, voilà ce que Kepler arrive à en faire. Et ça se traduirait par « Santé, furieux Gémeaux, fils de Mars ». Ce qui veut rien dire en soi, mais ce que Kepler interprétait comme la planète Mars possède 2 satellites. Les Gémeaux, ça serait deux jumeaux, en fait. Voilà, il y aurait 2 fils jumeaux de Mars. Et donc il pense, Kepler, il a l'impression que Galilée aurait observé 2 satellites de Mars. Ce qui n'est pas le cas du tout. En fait, Galilée, suivant son usage habituel, va donner la réponse à un empereur ou à un puissant. Ici, je crois que c'est à Rodolphe aussi. Et ça voulait dire, plutôt dans un autre ordre, les lettres donnent ça, qui veulent dire « j'ai observé la planète la plus élevée en forme triple ». Alors la planète la plus élevée, c'est Saturne, et en forme triple, ça veut dire qu'il y avait effectivement 3 morceaux. Il y avait le centre, et puis il y avait 2 bouts sur les côtés. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les anneaux. Lui, il ne le voyait pas comme les anneaux, il voyait comme s'il y avait deux petites planètes collées sur les côtés de Saturne, mais c'est ça qu'il avait observé. Donc il avait observé, mais il ne savait pas encore sous ces termes-là, il avait observé les anneaux de Saturne, et Kepler, lui, pensait qu'il avait observé des satellites de Mars. Ce qui est assez troublant, ou étonnant, rigolo, c'est qu'en fait, Mars a effectivement 2 satellites, qu'à l'époque, personne n'a observé, hein, mais c'est effectivement le cas. Donc ça correspond à quelque chose qui existe effectivement. Il n'y a pas de message, hein, c'est juste rigolo. Décembre 1610, rebelote. Galilée observe un nouveau truc, et cette fois-ci, il arrive à faire une vraie phrase, avec les lettres de son annonce. Voilà, et ça dit « Ces choses qui ne sont pas encore mûres sont lues en vain par moi ». Donc ça, c'est le code. Hein. Là-dedans, en remettant les lettres dans un autre ordre, on arrive à un message important. Kepler essaye, et lui il lit « Il y a une tache rouge sur Jupiter et elle tourne mathématiquement ». Donc voilà. C'est pas ça du tout qu'a voulu dire Galilée. En fait, Galilée voulait dire « Les phases de la mer des amours sont analogues à celles de la Lune ». Voilà, il observait les phases de Vénus. Ce qui est assez fou aussi, c'est qu'effectivement, il y a une tache rouge sur Jupiter. Mais voilà, on ne le savait pas à l'époque, et c'est pas ça du tout que Galilée avait vu, et personne ne le savait à l'époque. Bon, alors, mis à part le jeu, là, bon, vous voyez, le personnage, Galilée, veut quand même veut protéger ses découvertes. Du coup, ça veut dire aussi que, par exemple, pour les tâches du Soleil, quand d'autres viennent lui dire « Ouais, mais nous, on les a observées avant toi », et puis que Galilée dit « Non, non, c'est pas vrai, c'est moi », on a des raisons de douter que Galilée est de bonne foi, vu qu'à chaque fois qu'il a fait une découverte, il a effectivement protégé le truc à fond. On peut se dire que s'il n'a pas protégé une découverte avant, c'est qu'il n'avait pas fait la découverte, effectivement. Donc voilà, il y a certaines découvertes où on peut dire que c'est Galilée qui les a faites, d'autres non. Notamment les tâches du Soleil, c'est certain que c'est pas lui. Alors, vont s'en suivre deux procès que j'ai évoqués très brièvement tout à l'heure. Le premier procès, qui va se terminer en 1616, dont on peut voir plusieurs descriptions assez différentes, notamment dans les 2 documents qui sont là. Ça, c'est l'article « Lettre de Galilée à Christine de Lorraine » dont j'ai parlé tout à l'heure, j'avais extrait un petit bout. Et aussi dans le fameux livre « Les somnambules » là, de Arthur Koestler.
Je vous en ai parlé plusieurs fois de ce bouquin et je vous encourage de nouveau à y jeter un œil. C'est vraiment, vraiment décrit de manière exceptionnelle, toujours avec un parti pris d'Arthur Koestler, notamment enfin ici en ce qui concerne Galilée, les chapitres sur Galilée, Koestler commence par expliciter ce parti pris. Il dit, bah voilà, l'histoire de Galilée, c'est quelque chose de compliqué, personne ne va vous en parler de manière objective. L'histoire de Galilée, ça mélange la science et l'Église, tout le monde a une opinion là-dessus, moi j'en ai une aussi, et je vais vous dire laquelle c'est. Voilà, c'est ça, paf. Je pense que Galilée était vraiment quelqu'un d'imbuvable, d'insupportable, un personnage pas recommandable, mais il avait une grande valeur scientifique. Ben voilà, il dit tout ça, et du coup l'histoire qu'il raconte, elle est effectivement en accord avec ça. Bon. Alors ce qui se passe peu après la découverte les découvertes de Galilée, c'est que différentes personnes vont attaquer en fait le point de vue de Galilée, notamment l'héliocentrisme, hein, le fait que donc, Galilée lui dit que ses observations confortent l'héliocentrisme, et des gens vont dire que non. En particulier, fin 1612, il y a un gars qui s'appelle Niccolo Lorini, qui est un prêtre, qui va attaquer publiquement le point de vue de Galilée. En décembre 1613, donc un an plus tard, Castelli rapporte à Galilée une conversation qui a été tenue auprès de la grande-duchesse de Toscane, donc un personnage important, et donc dans cette conversation, cette personne se serait opposée au mouvement de la Terre, et donc des gens seraient allés auprès de la grande-duchesse de Toscane, qui était une personne très curieuse apparemment de science, qui aimait beaucoup discuter, débattre, etc. Et donc des gens auraient discuté avec elle pour lui dire que finalement le point de vue de Galilée n'était pas correct. Au cours de cette conversation, il n'y avait pas grand-chose de privé à l'époque, hein, tout ça c'était dans des grands salons, donc il y avait des gens aussi qui ont défendu Galilée. La personne qui a défendu Galilée a eu apparemment gain de cause à l'oreille de la grande-duchesse, mais bon, Galilée entend ça et sent que voilà, il y a des gens, il y a quand même une certaine résistance à ces idées, et donc il décide d'écrire tout d'abord une lettre à cette personne, la Castelli. Et encore une fois, c'est une lettre publique, hein, c'était pas juste je t'écris à toi Castelli, ça s'appelle lettre à Castelli, c'est un truc qui va être diffusé à plein de gens, c'est fait pour être vraiment lu du maximum de gens possible. Et au fil du temps, cette lettre va s'enrichir et devenir en fait la lettre à la grande-duchesse Christine, qui est un ouvrage, qui est une lettre qui ne sera pas publiée en soi à l'époque, mais qui va être aussi diffusée, que beaucoup de gens vont lire. Et dans cette lettre donc à la grande-duchesse, voilà ce que j'ai mis ici, pardon, c'est pas la lettre, c'est un extrait ici de l'article dont je vous ai parlé juste avant dans la Grande-Duchesse. Et je veux juste qu'on lise ensemble là, pour que vous voyez un peu le ton de cet article. J'espère que ça vous donnera envie de le lire. Donc voilà ce que dit l'article. Le 4e dimanche de l'Avent 1614, dans la chaire de l'église Santa Maria Novella à Florence, le professeur Caccini, dominicain, partant du passage des apôtres Viri Galilei qui stati sapientis in caelum, que vous comprenez tout ça très clairement, s'en prend à Galilée. Les mathématiques sont une invention du diable, et les mathématiciens devraient être bannis de tous les États chrétiens. Galilée se plaint auprès du général des Dominicains de cette attaque déplacée. Il reçoit du général de bonnes paroles, mais bien loin d'être sanctionné. Caccini est nommé supérieur du couvent dominicain de la Minerve à Rome. Il allait s'y montrer un des adversaires les plus tenaces de Galilée. Le 7 février 1615, le dominicain Lorini transmet au Saint-Office, l'Inquisition, entre parenthèses, la lettre à Castelli déclarant qu'au jugement de tous les pères du couvent de Saint-Marc, il s'y trouve de nombreuses propositions qui apparaissent suspectes ou téméraires. Suspecte ou téméraire, c'est vis-à-vis de l'Église, hein, c'est limite hérétique. Hein, c'est attention à l'Inquisition, allez jeter un œil là-dedans, il y a des choses dans cette lettre qui devraient vous intéresser. Voyant que la controverse a atteint Rome, Galilée adresse, le 16 février 1615, à son ami Monseigneur Piero Dini, une lettre au sujet des problèmes d'interprétation de l'écriture posés par les thèses coperniciennes. Dini lui répond, le 7 mars, qu'il a vu le cardinal Bellarmin. Celui-ci ne pense pas que la théorie de Copernic doive être condamnée, mais il souhaite que Galilée tempère ses positions et précise que la doctrine copernicienne ne parle que selon les apparences. Galilée répond à Dini le 23 mars que la doctrine de Copernic ne saurait être affaiblie, il faut ou la prendre ou l'abandonner tout entière. C'est durant cette année 1615 que Galilée rédige la lettre à la grande-duchesse Christine de Lorraine. Les 2 lettres qu'il adresse à Dini permettent d'en suivre l'élaboration. Et une petite remarque ici, il est mentionné le cardinal Bellarmin, là, qui pense pas qu'on doit condamner la thèse de Copernic. Bellarmin, c'est vraiment un des grands personnages de l'Inquisition. C'est vraiment une des grandes autorités religieuses du moment. Bellarmin a participé notamment au procès de Giordano Bruno, là, le gars qui a été brûlé en 1600. Et c'est pas un tendre, hein, lui, c'est vraiment un dur de l'Inquisition. Et vous voyez que ce gars-là,
dit qu'on ne doit pas condamner Copernic. Donc ça semble pas très mal parti pour Galilée ou pour les coperniciens. Là. Si même Bellarmin est d'accord, ça semble ok. Mais ceci dit, c'est d'accord à condition que les scientifiques restent dans leur pré et disent, voilà, ce sont des hypothèses scientifiques. Donc c'est le mot sauver selon les apparences ici, c'est-à-dire tout se passe dans le ciel comme si la Terre tournait autour du Soleil, ça c'est très bien. Personne n'a rien à dire à ça. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est le Soleil est immobile, la Terre tourne autour du Soleil, et ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas correct. Alors, je continue sur cette lettre-là. L'ouvrage de Copernic que certains voudraient faire condamner ne concerne pas, nous dit Galilée, des questions purement religieuses, et il repose sur des observations ou des démonstrations assurées. Les contradictions que l'on prétend voir entre l'écriture et la doctrine de Copernic proviennent de ce qu'on interprète à tort un grand nombre de passages de l'écriture dans leur sens littéral, alors qu'il convient d'en chercher un sens plus caché. En effet, l'écriture s'est exprimée de façon à être comprise du peuple vulgaire. Elle ne pouvait donc présenter les raisonnements subtils et abstraits de la science. D'ailleurs, il ne faut pas chercher dans l'écriture un enseignement sur les choses naturelles. La Bible a essentiellement pour objet notre salut, la béatitude éternelle et les règles des mœurs. On y rencontre sans doute des affirmations concernant l'astronomie, mais il ne s'agit que d'une très faible partie du savoir astronomique. Il serait ridicule d'y chercher un enseignement complet sur la nature du monde et des astres. Se limitant aux apparences, l'écriture ne traite aucunement de tant de choses profondes et cachées qui ne peuvent être reconnues que par des démarches difficiles et longues de la science. Donc là, ça c'est pas les termes exacts de Galilée, mais c'est ce que dit Galilée, c'est l'opinion de Galilée à l'époque sur tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez que ça, c'est vraiment extrêmement proche de l'attitude actuelle de la religion. Ce que dit le pape, etc., quand il parle du rapport entre science et religion, c'est vraiment exactement ça. La Bible, ça doit s'interpréter, voilà, ça ne dit pas des choses littérales, ça ne va pas vous apprendre exactement ce qu'il y a dans le monde, mais ça vous parle de foi, ça vous parle d'autre chose. Donc c'est ça que Galilée aussi dit, et à l'époque, ce n'est pas du tout comme ça que les religieux voient la chose. Donc cette idée ici de dire, finalement, les religieux, vous vous occupez de la foi, et puis nous, les scientifiques, on s'occupe de la nature, ça passe très mal. Et enfin, dernière lecture là pour le moment. Sans doute la théologie est la reine des sciences, mais non en ce sens qu'elle contiendrait les autres sciences, elle l'est seulement en raison de la sublimité de son objet. Les théologiens ne sauraient donc déclarer fausses les affirmations de la science fondées sur des observations sûres et des démonstrations nécessaires. Elle ne peut décider des questions naturelles sans tenir compte des conclusions de la science. Voilà. Bon, je ne lis pas le suite, mais c'est vraiment essentiellement ça qui est dit. Voilà, si on veut savoir de comment se comporte la nature, il faut regarder la nature, pas lire dans la Bible. Alors donc ça va pas bien se passer. Il va y avoir un premier procès. Et ça commence par une dénonciation, en fait, donc des gens qui écrivent au Saint-Office, dont le Lorigny de tout à l'heure, là, mais d'autres aussi, pour dire, bon, il y a cet écrivain-là, Copernic, qui a écrit des choses qui ne sont pas en accord avec les Saintes Écritures. Et c'est Copernic, ici, je ne me suis pas trompé, c'est pas Galilée, c'est bien Copernic qui est dénoncé. Et si on va voir d'ailleurs dans le détail, c'est assez amusant, et ça, il en parle bien, Kessler, dans son bouquin. En fait, des gens vont écrire à l'Inquisition à propos de Copernic. En fait, il y en a, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit, ou ils ont des idées très vagues. Il y en a même un qui écrit, en fait, il faudrait simplement brûler Copernic. Bon, il est mort depuis longtemps, ça fait presque 100 ans ça fait 70 ans qu'il est mort, Copernic. Il y en a un aussi qui l'appelle Hypernic. Voilà, qui a dû en entendre parler, il a mal entendu, et voilà, il l'appelle Hypernic tout le long de la lettre. Bon, en tout cas, donc des gens attirent l'attention du Saint-Office sur Copernic et sur sa thèse héliocentrique. Et donc il y a un procès effectivement qui a lieu. Bellarmin, avec d'autres, examine effectivement ce qu'ont écrit Galilée, ce qu'ont écrit d'autres gens, ce qu'a écrit Copernic. Et voilà voilà la lettre en fait qui est écrite à l'issue de ce procès qui a lieu en 1615-1616. Et c'est Bellarmin qui écrit ça. Donc il va y avoir 3 parties. Donc, je ne vais pas faire que de vous lire des textes aujourd'hui, mais là c'est important celui-là aussi que je vous le lise, parce que c'est vraiment le cœur de ce second procès. Premièrement, il me semble que votre référence est Monsieur Galilée. Alors, à qui ça s'adresse, pardon? Ça, c'est une lettre qui s'adresse effectivement au pouvoir religieux, en disant voilà l'enquête qu'on a menée, voilà les conclusions qu'on en tire, mais cette lettre, elle est essentiellement destinée à Galilée. Il sait, Bellarmin, que Galilée va la lire, et ça lui est destiné. Vous allez voir qu'il y a tout un tas d'avertissements là-dedans.
Galilée, fais attention. Voilà, c'est ça que dit cette lettre. Je reprends. Donc il me semble que votre révérence et M. Galilée agissaient avec prudence en vous contentant de parler de façon hypothétique et non pas affirmative, de même que Copernic, à ce que j'ai toujours compris. Car dire que l'hypothèse selon laquelle la Terre se meut et le Soleil est immobile sauve encore mieux les apparences que les excentrices et les épicycles, c'est parler avec un parfait bon sens et ne courir aucun risque. Donc là c'est fort hein, déjà, ça veut dire effectivement vous pouvez supposer ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Une telle manière de parler suffit aux mathématiciens. Mais vouloir affirmer que le Soleil, en absolue vérité, est au centre de l'univers et tourne seulement autour de son axe sans se déplacer d'est en ouest, et que la Terre est située dans la troisième sphère et tourne très rapidement autour du Soleil, c'est une attitude très dangereuse et calculée non seulement pour contrarier tous les théologiens et philosophes scolastiques, mais aussi pour porter atteinte à notre sainte foi en contredisant l'Écriture. Alors là aussi, bon, je trouve ça assez fin quand même la manière dont c'est dit. Il commence par dire Galilée, vous avez raison de parler uniquement de façon hypothétique, alors que c'est pas du tout ce que fait Galilée. Hein. Galilée lui il dit non, c'est vraiment comme ça. Donc il fait semblant, Bellarmine pour arranger les choses, fait semblant de dire que Galilée a finalement un point de vue modéré, en lui disant de rester dans ce point de vue modéré. Donc ça veut dire fais attention, on va pas trop loin quand même. Et la dernière phrase ici, quand il dit que l'opinion que défend Galilée, ça va juste servir à contrarier tous les théologiens et les philosophes, là il dit clairement, attention Galilée, tu es en train d'énerver tout le monde. C'est ça qu'il lui dit dans cette lettre. Deuxièmement, comme vous le savez, le Concile de Trente défend d'interpréter l'Écriture dans un sens contraire au consentement général des pères. Or, si votre référence lit non seulement les pères, mais aussi les commentateurs modernes de la Genèse, des psaumes, de l'Ecclésiaste et du livre de Josué, vous verrez qu'ils s'accordent tous pour les interpréter littéralement, comme enseignant que le Soleil est dans le ciel et tourne autour de la Terre à une vitesse incommensurable, et que la Terre se trouve très loin du ciel, au centre de l'univers, et immobile. Considérez donc dans votre prudence si l'Église peut tolérer que l'on interprète les Écritures d'une manière contraire à celle des pères grecs et latins, et de tous les commentateurs modernes, etc. Donc attention, donc là il rappelle ce qui est écrit la manière dont est compris ce qui est écrit dans la Bible, et c'est plutôt un point de vue géocentrique. Et enfin, troisièmement, et là c'est aussi un point extrêmement important, troisièmement, s'il y avait une vraie preuve que le Soleil est au centre de l'univers, et que la Terre se trouve dans la troisième sphère et que le Soleil ne tourne point autour de la Terre, mais la Terre autour du Soleil, alors, il faudrait entreprendre avec une grande circonspection d'expliquer les passages de l'Écriture qui paraissent enseigner le contraire, et nous devrions dire que nous ne les comprenons pas, plutôt que de déclarer fausse une opinion démontrée comme vraie. Donc je m'arrête ici, donc ce qu'il dit, si jamais on arrive à montrer que Galilée a raison, à avoir une preuve, là on pourra commencer effectivement à réinterpréter la Bible, et on n'aura pas trop de choix de le faire. Mais je ne crois pas qu'il y ait de telles preuves, puisqu'on ne m'en a pas présenté. Démontrer que l'on sauve les apparences en supposant le ciel au centre et la Terre dans le ciel, ce n'est pas démontrer qu'en effet le Soleil est au centre et la Terre dans le ciel. Je crois que la première démonstration peut exister, mais je doute très sérieusement de la seconde. Et en cas de doute, on n'a pas le droit d'abandonner les Saintes Écritures telles qu'on en a expliqué les pères. Alors, du coup, ça semble assez raisonnable ce qu'il écrit là, dans son rôle en tout cas de religieux. Il dit, bon bah là, en gros, Galilée, tu nous dis que en mettant le Soleil au centre, on arrive effectivement à expliquer plein de trucs. D'autres gens, en mettant la Terre au centre, arrivent aussi à expliquer plein de trucs. Il n'y a pas moyen de trancher. Donc, à moins que tu aies vraiment une preuve expérimentale que la Terre est en mouvement autour du Soleil, on ne va rien faire et tu n'as pas le droit de dire que c'est toi qui as raison plutôt que les autres. Et ça, c'est vraiment un point important parce que, en fait, Galilée, il a une preuve. Enfin, il pense qu'il a une preuve. Il a dans sa manche une preuve. Et il va la garder, il va la sortir assez tard. C'est son arme secrète. Kessler l'appelle son arme secrète, mais il l'a en fait. Donc cette porte ici qui est ouverte sur finalement un déblocage de la situation, il l'a vu, Galilée, et il va effectivement essayer d'en profiter. Et alors du coup, ce qui se passe après tout ça, après cette lettre et le procès, c'est qu'effectivement l'ouvrage de Copernic est mis à l'index. Mis à l'index, ça veut dire qu'il y a un endroit dans lequel on recense tous les livres qui sont interdits. Celui de Copernic en fait partie. Il y a des choses qui sont modifiées, qui doivent être modifiées, des passages qui doivent être altérés dans les ouvrages. Donc il y a des gens qui travaillent sur ça, qui disent telle phrase, il faut la changer en telle phrase.
Et une fois que ça a été fait, on peut remettre le livre en circulation. Et donc il va rester 4 ans à l'index comme ça, et une version légèrement modifiée va être remise en circulation, on va dire, mais bon, il n'y aura pas tant de choses qui ont changé que ça. Et surtout, l'hypothèse héliocentrique est déclarée entièrement contraire à l'écriture sainte. Cette opinion ne doit pas être défendue. Donc il devient interdit à partir de 1616 de défendre, d'enseigner aussi l'opinion selon laquelle effectivement le Soleil est immobile au centre de l'univers et la Terre tourne autour du Soleil. Point très important, le nom de Galilée n'est absolument pas cité là-dedans. C'est Copernic. Donc Galilée, il est quand même assez protégé dans cette histoire-là. Et en fait, c'est pas très étonnant. À cette époque-là, le monde de l'astronomie et les religieux, ils sont quand même assez serrés. Beaucoup d'astronomes sont des religieux. Galilée, il a des amis parmi les religieux. Il y a des astronomes parmi les religieux. Et les gens voient bien qu'effectivement, ce qu'observe Galilée, c'est correct, quoi. Donc voilà, il n'y a pas un mouvement anti-Galilée de ce point de vue-là. En revanche, il y a un mouvement personnel anti-lui, c'est-à-dire qu'il s'est mis vraiment beaucoup de gens à dos, et ça, on va voir plus tard que ça lui a apporté, atteinte. En 1623, ce qui va se passer, c'est que le Maffeo Barberini devient pape, ça devient le pape Urbain VIII, et il se trouve que ce gars-là, c'est vraiment un ami proche de Galilée, quelqu'un qui est très favorable à Galilée, et du coup, en 1623, cette injonction-là de ne pas enseigner la vision héliocentrique va devenir peut-être un peu moins importante, où Galilée va peut-être se sentir un peu moins en danger s'il s'accroche à cette vision-là. Mais en tout cas, entre 1616 et 1623, Galilée ne va effectivement pas du tout enseigner l'héliocentrisme. Il est prof, il donne des cours et tout ça, et il enseigne vraiment le géocentrisme, la vision de Ptolémée. Il enseigne aussi les raisons pour lesquelles la vision de Copernic est incorrecte. Donc il enseigne vraiment le contraire de ce qu'il croit. Je dis pas ça du tout comme un jugement vis-à-vis de lui. Je me permettrai pas de le juger du tout. C'est une situation très délicate pour lui. Encore une fois, les gens de l'Inquisition, c'est pas des bisounours. C'est des gens qui ont vraiment un pouvoir important et qui peuvent être dangereux. Et Galilée le sait, donc il fait pas le malin non plus. Alors du coup, après 1623, ça se relâche peut-être un petit peu. Galilée se sent peut-être un peu plus en droit d'écrire des choses. Et effectivement, en 1632, il publie le dialogue sur les 2 grands systèmes du monde. C'est l'ouvrage pour lequel en fait, Galilée est le plus connu. C'est un ouvrage vraiment important pour l'histoire de la science. C'est un dialogue. Et déjà, ça peut paraître bizarre. C'est un ouvrage scientifique, mais c'est un dialogue. C'est pas avec une introduction et puis un développement et tout. C'est des gens qui parlent entre eux. C'est 3 personnages qui s'appellent Salviati, Sagredo et Simplicio. Ce dialogue est en italien, donc là aussi il veut vraiment toucher les gens, tout le monde, enfin c'est pas que les gens qui parlent latin, il veut toucher les gens autour de lui, et ça se présente en 4 journées, donc il y a 4 livres qui correspondent chacun à une journée, chaque journée est consacrée à un thème particulier, et ces 3 personnages discutent les uns avec les autres. Et ils ont chacun leur point de vue et leur coloration, on va dire. Salviati, c'est plutôt le porte-parole de Galilée. Donc Galilée met dans la bouche de Salviati ce que lui pense être correct. Sagredo, c'est plutôt le personnage un peu neutre qui a des arguments contraires à Galilée, qui les expose, qui est prêt quand même à écouter ce que répond Salviati. Voilà. Et puis vous avez Simplicio, donc le gars simple, voilà, un peu bête, qui lui défend les idées plutôt d'Aristote. Et en fait, l'ouvrage, c'est vraiment une destruction de la vision aristotélicienne de la physique pour donner une vision plus conforme à celle qu'on a Galilée. Et dans ces 4 journées, dans les 3 premières, il parle de mécanique. Il parle de ce qu'aujourd'hui on reconnaît sous le nom de relativité. La relativité galiléenne, ça vient de ce dialogue-là. Et en particulier, il expose des situations qui n'étaient pas évidentes pour tout le monde, que des gens avaient déjà décrites, mais lui le fait de manière plus frappante, on va dire, notamment des gens, parmi les arguments qui étaient invoqués pour dire que la Terre ne pouvait pas être en mouvement autour du Soleil, il y avait l'argument suivant: si effectivement la Terre est en train de se déplacer très vite dans l'espace comme ça, quelqu'un qui est sur un bateau en haut d'un mât et qui lâche un objet, comme la Terre est en train de bouger, le bateau aussi, l'objet devrait repartir en arrière, et du point de vue du bateau, l'objet devrait partir très vite vers l'arrière. C'est pas ce qu'on voit.
Et donc Galilée, il démontre ça, il démontre que non, c'est pas comme ça que ça se passe, que l'objet est entraîné avec le bateau, donc il est lancé en quelque sorte, et du point de vue du bateau, il va effectivement tomber bien au pied du mât. Il décrit tout un tas d'expériences comme ça, il décrit une mouche dans une boîte qui avance sur un bateau, et il dit, ben voilà, du point de vue de la mouche, l'air est entraîné avec la boîte avec le bateau, et pour la mouche, tout se passe comme si la boîte était au repos. Voilà. Donc il discute comme ça la notion de relativité du mouvement en détail. Et alors, dans ce dialogue, là, quand on va chercher vraiment les articles d'histoire des sciences qui parlent de ça, c'est vraiment passionnant. Parce que l'essentiel des gens se focalise, se concentre sur les 3 premières journées et néglige un peu la quatrième, qui parle en fait des marées. Et en fait, cette 4e partie, on sait aujourd'hui que c'est la plus importante. En fait, c'était vraiment ça le message de Galilée. Il voulait appeler en fait son bouquin, il voulait l'appeler du flux et reflux des marées. Il voulait parler des marées parce que Galilée pensait qu'il avait démontré le mouvement de la Terre. Grâce au phénomène des marées, en fait, il arrivait à expliquer les marées grâce au mouvement de la Terre. C'est-à-dire que si la Terre était au repos, ça ne marchait pas. Donc vraiment, c'était l'argument clé pour lui. Je vais vous montrer pourquoi après. C'était l'argument clé pour lui pour dire que voilà, la Terre était en mouvement autour du Soleil. L'Inquisition n'a pas voulu, a refusé qu'il appelle ça du flux et reflux des marées parce que c'était trop ostensiblement un ouvrage pour dire que l'héliocentrisme était une théorie correcte. Bon, donc il change le titre et ça s'appelle plutôt Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde. Les 2 grands systèmes du monde, c'est d'une part le système de Ptolémée, d'autre part le système de Copernic, et il met les 2 en balance. En fait, et ce qu'il fait là-dedans, c'est qu'il montre que le deuxième est plus, à son avis, plus pertinent que le premier. C'est pas du tout ça c'est pas comme ça qu'il le présente, notamment aux gens de l'Inquisition. Lui, il dit plutôt, c'est un dialogue sur les 2 systèmes, je vais montrer les 2, les décrire de manière neutre, voilà, et les gens font ce qu'ils veulent. En fait, quand on lit le bouquin, c'est pas ça du tout, il cherche à montrer que c'est la vision copernicienne qui est correcte. Et alors, cette histoire de marée, là, il y a aussi un point qui est vraiment très intéressant que j'ai découvert que récemment. J'espère que vous allez pouvoir savoir ça. Ça va être une animation, vous allez mieux voir quand ça va bouger là. Donc le point de vue de ce qu'imagine Galilée, c'est la chose suivante. Galilée se dit, la Terre est en train de tourner sur elle-même, et en même temps qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Donc il y a un double mouvement comme ça de la Terre. Et ça, si vous mettez de l'eau sur une planète qui fait ce mouvement-là, l'eau elle va être secouée en quelque sorte, et d'une manière qui va rappeler les marées. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est une animation que j'ai faite hier soir, où j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle AlgoDo, un logiciel de simulation physique, dans lequel on met des objets, on les fait tourner comme on veut. Et voilà, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un récipient cylindrique qui tourne sur lui-même. Ce récipient cylindrique va tourner autour d'un centre, donc de la même manière que la Terre tournerait autour du Soleil, et il y a de l'eau dans le récipient. Et voilà ce que ça donne. Donc au centre en jaune, c'est le Soleil. Et j'ai mis 2 planètes ici, j'ai fait 2 choses différentes, je vais vous dire pourquoi. Là-bas, j'ai juste mis de l'eau, donc pour que vous voyez un peu comment elle s'arrange. Alors c'est un peu secoué, effectivement, il y a des gouttes qui se fondent partout. Et sur la 2e planète ici, j'ai mis des sortes de barges qui retiennent l'eau pour faire un récipient, comme pour faire une mer en fait, voilà, ça serait un océan. Et vous voyez effectivement, alors c'est un petit peu rapide ici, je vais maintenant vous le montrer de manière plus lente. Voilà, donc là c'est vu au ralenti. Et vous voyez qu'effectivement, ici, d'une part, vous voyez que l'eau elle a tendance quand même à s'accumuler du côté opposé au Soleil. Là, il y a moins d'eau que là, assez systématiquement. Donc du coup, du point de vue de quelqu'un qui est ici, là j'ai mis un bâton juste pour matérialiser un point de la surface, ça serait quelqu'un qui est à la surface de la Terre. Alors, entre parenthèses, sur la Terre, l'eau, elle serait à l'extérieur, on est bien d'accord, mais ici, je voulais représenter une situation qui me permettrait de ne pas introduire de gravitation, en fait. Mais du point de vue du mouvement de l'eau, c'est vraiment la même chose. Bon. Bref, du point de vue du bonhomme qui serait là, lui, ce qu'il voit, c'est qu'à certains moments, il n'y a pas beaucoup d'eau. En particulier ici, à midi, il n'y a pas beaucoup d'eau, ça serait marée basse pour lui. Et quand le bonhomme est de l'autre côté, ici, là, il y a plein d'eau. Donc là, c'est marée haute. Donc ça donne une première indication qu'effectivement les marées pourraient être dues à ça. Et si vous regardez ce qui se passe ici, du coup on voit un peu la même chose. Quand ce point-là se trouve près du Soleil, il y a tout un tas d'eau, et puis quand il est à l'opposé, il y en a un peu moins. Voilà.
C'est un peu plus subtil dans un récipient parce que vous voyez que quand le récipient passe ici près du soleil, vous avez un côté qui est à marée haute et l'autre côté qui est à marée basse. Voilà. En tout cas, qualitativement, ça permet d'expliquer le phénomène de marée. Et alors, ce qui est intéressant du point de vue, cette fois-ci, de la science, c'est que vous trouvez vraiment énormément de physiciens et d'historiens des sciences qui vous disent « mais cette théorie de Galilée, elle est vraiment débile ». Parce que toute la physique qui est derrière, elle est fausse. En fait, si on se place vraiment du point de vue du référentiel terrestre, l'eau va être attirée de la même façon partout. Enfin, vous irez voir, si vous voulez, les raisonnements. Mais en fait, les gens vous disent, non, mais il n'y a pas de phénomène de marée d'après ce mécanisme-là. Bah, si, voilà. Enfin, il suffit de le faire. Vous pouvez le faire avec une expérience, vous prenez une bassine, et puis vous faites ça vraiment avec de l'eau, et vous allez vous apercevoir que c'est le cas. Alors, une des raisons pour lesquelles, effectivement, les gens ont été convaincus assez vite que la théorie de Galilée était débile, c'est que les gens ont voulu la simplifier. Et par exemple, les gens ont remplacé le mouvement ici circulaire autour du Soleil par un mouvement rectiligne, en se disant finalement que ça tourne autour du Soleil ou que ça aille en ligne droite, c'est à peu près pareil. Et donc, ce qu'ont considéré les gens, c'était plutôt une Terre en rotation qui avancerait à vitesse constante, comme ça, en translation rectiligne uniforme. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas cet effet de marée. Pour montrer qu'effectivement, là dans le cas de ma bassine qui tourne, on fait une bassine qui tourne et on la fait avancer à vitesse constante, et l'eau se répartirait de manière homogène sur tout le tour du récipient. Bon. Vous avez quand même quelques articles qui vous expliquent pourquoi c'est pas si débile que ça. Je ne dis pas que c'est une théorie correcte, mais c'est juste que c'est pas une idée si mauvaise que ça. Alors, les problèmes quand même que pose cette vision-là, c'est qu'il y a plusieurs choses que ça n'explique pas. Là, d'après ce que je vous ai montré dans mon petit modèle, là, vous voyez qu'on avait une marée haute par jour et une marée basse par jour. En fait, on en a deux dans la vraie vie. Si vous allez à l'océan, il y a 2 marées hautes par jour et il y a 2 marées basses par jour. Ça, Galilée, au début, pour lui, c'est pas trop un problème. Pour une raison qui est un peu difficile à comprendre aujourd'hui, mais c'est la suivante, c'est que lui, il habite près de la Méditerranée. En Méditerranée, il n'y a quasiment pas de marée. Donc pour lui, les marées, c'est un truc quand même assez exotique. Donc il sait que ça existe, qu'il y en a, voilà. Il y a des gens qui lui racontent, tiens, je suis allé en Bretagne, j'ai vu la mer qui montait 2 fois par jour. Ouais, bon, ok, c'est bon. Mais moi, mon modèle, il dit quand même que non, c'est 1 fois par jour, et il va plutôt s'attacher à ce qu'il a fait lui. Bon. En plus, pour être aussi complètement honnête, Galilée sait que ça, c'est un modèle assez grossier, on va dire. Il ne prétend pas tout expliquer, on peut expliquer complètement le phénomène des marées. Lui, ce qu'il veut expliquer, c'est le fait que, voilà, dans un mouvement où la Terre tourne à la fois sur elle-même et autour du Soleil, et on a des mouvements de masse d'eau, voilà, de type marée. Voilà. Il y a aussi autre chose que ça n'explique pas, c'est que les marées hautes n'ont pas forcément lieu à la même heure pour nous sur la Terre. En particulier, ça suit le cycle lunaire, ça se décale tous les jours, et c'est lié à la position de la Lune. Donc la Lune joue un rôle dans les marées, alors que dans la vision de Galilée, pas du tout. C'est assez amusant, il y a une personne qui va reprendre cette idée-là en essayant de mettre la Lune et qui va imaginer un système qui est dans lequel c'est la Lune qui est au centre de l'univers, avec le Soleil qui tourne autour et puis la Terre qui tourne autour du Soleil, et qui va permettre d'expliquer les marées. Le problème, c'est que ça explique que ça, donc voilà, ça va vite être oublié, mais bon. Donc cette théorie des marées, là, de notre point de vue aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante parce qu'elle n'explique pas tout un tas de choses qui sont importantes pour les marées, mais pour Galilée, lui, c'est quand même un truc important, c'est que ça permet d'expliquer les mouvements d'eau. En gros, si la Terre était immobile au centre de l'univers, on n'arrive pas à comprendre le phénomène des marées. Et ça, c'est une phrase correcte que je viens de dire, effectivement. Si la Terre est immobile, on n'arrive pas à l'époque à comprendre le phénomène des marées. Si on veut comprendre le phénomène des marées, il faut qu'il y ait de la gravitation. Il faut comprendre comment les objets s'attirent les uns les autres. À la limite, même si la Terre était immobile au centre de l'univers et qu'on avait le Soleil qui tourne autour, il y aurait aussi des marées sur la Terre, mais il faudrait prendre en compte vraiment l'attraction de l'eau par le Soleil. Et à cette époque-là, les gens n'en sont pas du tout là. Il n'y a pas cette notion d'attraction. Donc du coup, Galilée, avec ça, se sent quand même, avec sa théorie des marées, se sent assez fort pour écrire ce dialogue. Donc il va écrire ce dialogue. Ça ne va pas plaire au pouvoir religieux, et cette fois-ci, Galilée va être effectivement condamné. Et donc voilà ce qu'il est, voilà le jugement qui est rendu par l'Inquisition. C'est assez laconique. Enfin, c'est pas le texte complet, mais ça reste quand même assez laconique.
Voilà donc le jugement de l'Inquisition sur cette affaire. Il est paru à Florence un livre intitulé Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic, donc là ça vise directement Galilée cette fois, dans lequel tu défends l'opinion de Copernic. Par sentence, nous déclarons que toi, Galilée, t'es rendu fort suspect d'hérésie pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la Terre et repos du Soleil. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l'Église. Et afin que ta grande faute ne demeure impunie, nous ordonnons que ce dialogue soit interdit par édit public et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-Office. Donc ça, c'est en 1633. Il doit avoir presque 70 ans à cette époque-là. Donc c'est quand même un vieux monsieur. Hein. Enfin, déjà aujourd'hui, 70 ans, ça commence à être un âge respectable. À l'époque, ça l'était encore plus. Donc voilà, quelqu'un de 70 ans, comme ça, un vieux bonhomme, qui est condamné, emprisonné. Donc bon, il fait pas le malin, enfin, il résiste pas et il n'a pas envie d'être torturé, puni. Comme, voilà. Donc on lui demande de lire ça, en fait, publiquement. Voilà donc ce que doit... Voilà l'abjuration publique de Galilée, voilà ce que doit dire et ce que dit effectivement Galilée devant ses juges. Moi, Galilée, fils de feu Vincenzio Galilei de Florence, âgé de 70 ans, ici traduit pour y être jugé, agenouillé devant les très éminents et révérés cardinaux inquisiteurs généraux contre toute hérésie dans la chrétienté, ayant devant les yeux et touchant de ma main les saints évangiles, jure que j'ai toujours tenu pour vrai et tiens encore pour vrai, et avec l'aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que j'avais été condamné par injonction du Saint-Office d'abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la Terre n'est pas au centre du monde et se déplace, et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine erronée de quelque manière que ce soit, par oral ou par écrit, et après avoir été averti que cette doctrine n'est pas conforme à ce que disent les Saintes Écritures, j'ai écrit et publié un livre dans lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants, sans la réfuter en aucune manière. Ce pourquoi j'ai été tenu pour hautement suspect d'hérésie, pour avoir professé et cru que le Soleil est le centre du monde, et est sans mouvement, et que la Terre n'est pas le centre et se meut. J'abjure et maudis d'un cœur sincère et d'une foi non feinte mes erreurs. C'est horrible, hein ? Donc le gars, voilà, il doit lire ça, il n'a pas le choix. Voilà. Alors, une légende raconte qu'après avoir lu ça, il aurait dit tout bas, et pourtant elle tourne. Et voilà, et non. Enfin, tous les historiens vous diront que non. Enfin, il n'y a aucun moyen qu'ils disent ça, quoi. Là, il est devant un parterre de gens extrêmement puissants qui ont le pouvoir au moindre mot et qui vont au moindre mot effectivement le brûler, en fait, hein, ou l'emprisonner. Enfin, l'emprisonner, c'est déjà le cas, mais le brûler, l'exécuter, voilà. Il veut pas ça, Galilée. Il a peur, hein. Enfin, on le comprend. Il a raison d'avoir peur. C'est des terroristes en face, les gars. Donc, voilà. Il fait pas le malin, il lit son truc et il lise pas une petite phrase en partant, genre, ah, ah, mais c'est quand même moi qui ai raison, ou nananaire, quoi. Pas du tout. Donc, alors en fait, il est condamné à être mis en prison, mais il ne va pas aller en prison. Sa peine, elle est commuée, il est assigné à résidence. Donc, il doit rester dans une villa qui n'est pas le séjour le plus désagréable, mais c'est quand même de l'emprisonnement. Hein. Sa liberté est enfreinte. Il n'a peut-être pas envie d'être là à ce moment-là, ce gars-là, mais il est obligé. Voilà. Donc ce n'est pas une situation inconfortable du point de vue matériel, mais c'est une punition et une mise à bas de ses libertés. Donc, juste pour vous montrer ce qui va se passer un tout petit peu plus loin, si on va voir plus loin dans l'histoire, il faut attendre 1757 pour que la thèse copernicienne soit plus mise à l'index. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Hein. Il y a des raisons historiques, scientifiques pour ça. Il y a des choses qui ont été découvertes à l'époque, mais ça met un peu de temps. Et c'est en 1992 que le pape Jean-Paul II reconnaît les erreurs des théologiens à ce moment-là, sans condamner l'Inquisition, parce que l'Inquisition n'existe plus, donc soi-disant il n'y a pas lieu de juger une instance qui a fait son œuvre et qui n'existe plus. Bon. Donc ça aurait pu être plus dur que ça, là c'est peut-être un peu mou, mais en tout cas, voilà, 360 ans plus tard, le pape reconnaît que, ah ok, on s'est peut-être trompé les gars. Alors aujourd'hui, Galilée, l'affaire Galilée, tout le monde connaît ça, ça a un retentissement énorme à l'époque, mais sur toute la suite de la science, hein, ça va vraiment... poser une opposition entre le savoir religieux, entre l'Église et le savoir scientifique, et du coup les scientifiques. Donc là, je vous ai mis un petit cartoon de Gottlieb, où on voit ici
tout là-bas le système de Copernic, non pardon, le système de Ptolémée. Voilà, avant on pensait que tout tournait autour de la Terre. Ici on vous montre Galilée avec un entonnoir sur la tête. Le petit rigolo, une sorte de dingue qui dit une ânerie, eh oh les copains, si ça serait la Terre qui tournerait, hein? Et puis là quelqu'un qui lui dit, mon cher ami, vous êtes en pleine science-fiction. Voilà. Si, c'est dans Rubrique à Braque, ça, si vous ne connaissez pas et ça vous fait rire. Voilà. Je vous conseille aussi de lire ça. Donc, c'est un ouvrage, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle La vie de Galilée de Bertolt Brecht. Donc ça c'est plus moderne du coup, hein, c'est 20e siècle, milieu du 20e siècle. Donc le lire ou bien voir une pièce ou bien en DVD ou sur YouTube, il y a probablement moyen aussi. C'est une pièce qui a été beaucoup jouée, il y en a beaucoup d'interprétations différentes. Voilà, ça parle de Galilée, sa vie scientifique, sa vie personnelle, ses rapports avec l'Église. Et voilà, je vous invite vraiment à regarder et éventuellement à regarder plusieurs parce que vous verrez que les gens ont des regards très différents sur ça, sur le rôle de l'Église, sur le fait que, enfin, sur la bienveillance ou pas de certains membres de l'Église. Et vous allez voir que vraiment les gens lisent cette histoire, la vie de Galilée, avec ce qu'ils ont envie de voir aussi, quoi. On met beaucoup de choses de personnel dans cette histoire. Ça résonne assez facilement dans ses propres doutes, ses propres convictions. C'est ce qu'en fait un épisode spécialement important d'Histoire des sciences. Et alors, pour terminer, okay, au niveau du timing, ça sera parfait pour moi. Voilà. Alors pendant ce temps, il se passe quand même des choses ailleurs dans le monde. Je vous ai montré tout à l'heure notamment ce que faisait Kepler. Je voudrais y revenir un petit peu quand même sur ça. Donc on apprend aussi des choses sur le système solaire pendant toute la période dont j'ai parlé ici, et notamment sur les planètes intérieures. Donc dans les années 1620, Kepler et son assistant Jacob Bartsch, pendant qu'il rédige les tables Rudolphine dont j'ai parlé tout à l'heure, donc prédisent un transit de Mercure en 1631, un transit de Vénus la même année, et puis le suivant en 1761. Voilà. Et en fait, ils font beaucoup de com. On dirait aujourd'hui, ils font beaucoup de com sur ça. C'est-à-dire qu'ils disent vraiment à tout le monde, très à l'avance, en 1631, les gars, soyez prêts. Regardez, il va y avoir un truc important, une planète passe devant le Soleil, il y a plein de choses à apprendre du point de vue scientifique, soyez prêts. Et du coup, à tel point que dès 1629, en fait, Bartsch publie des versions préliminaires de ces prédictions-là pour les diffuser dans toute l'Europe, pour que vraiment tout le monde soit au courant bien à l'avance. Et effectivement, elles vont être observées. Alors, les éphémérides ou les tables là de Kepler vont être affinées par quelqu'un qui n'est pas tellement connu, Jeremiah Horrocks, qui a une vie assez courte d'ailleurs, voilà, 1618-1641, qui reprend les éphémérides de Kepler en les affinant, en prenant en compte des effets que Kepler avait négligés, et il trouve qu'en fait il y a un autre transit de Vénus en 1639 qu'avait loupé Kepler. D'après les prédictions de Kepler, en 1639, Vénus passait à côté du Soleil, alors que selon Horrocks, il passe vraiment devant. Et effectivement, ça ressemble à ça c'est le Soleil, vous avez une tache solaire au milieu, et transit de Mercure, ça fait une petite tache, je ne sais même pas si vous la voyez là du coup. Et si on prend plusieurs clichés à intervalles réguliers, ça peut ressembler à ça. Ça c'est une tache solaire, ça n'a rien à voir, et ça c'est effectivement Mercure qui traverse là. Et j'aurai l'occasion de vous reparler de ça, mais je vous montre tout de suite ce livre qui est vraiment super, il doit faire 150 pages, pas plus. C'est une histoire des tailles de l'univers. Et donc il décrit notamment dans cet ouvrage-là, l'auteur décrit comment ce transit permet de donner des informations assez précises sur la taille du système solaire, sur la position des planètes, et aussi sur leur taille. Pour l'instant, je n'ai pas du tout parlé de taille des planètes. Quand j'ai parlé du système solaire, j'ai dit on essaye de savoir à quelle distance les planètes se trouvent du Soleil ou de la Terre, mais pas des tailles elles-mêmes. Et une des grosses surprises qu'ont eu les gens quand ils ont vu ça, en fait, ils se sont dit mais c'est tout petit. Vénus et Mercure, c'est tout petit en fait. Alors que les gens s'attendaient, il y a des gens qui s'attendaient vraiment lors du transit à voir un truc gros comme ça, hein, passer. Donc ils étaient là, voilà, prêts à regarder, puis en fait non, c'est vraiment minuscule quoi. Et bon voilà. Et connaissant la distance de Mercure, ça permet aussi du coup de remonter à la taille physique de Mercure. Donc on a une première idée avec l'observation de ces transits là, vraiment de la taille des planètes intérieures. Bon ça j'aurai l'occasion d'y revenir. Dernier point sur lequel je veux revenir ici, c'est que pour l'instant j'ai quasiment pas parlé de physique. Je vous ai parlé de description, des objets qui tournent sur des cercles collés à des cercles,
épicycle déférent, des objets qui tournent en faisant des ellipses, c'est Kepler, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause à ça? Ptolémée ne dit rien sur ces causes, Copernic ne dit rien sur ces causes. Le premier qui va le faire, c'est Kepler. Alors les causes qu'il va donner ne sont pas correctes, mais au moins il s'est posé la question, c'est le premier qui le fait. Et je veux quand même vous montrer les causes qu'a invoqué Kepler pour expliquer finalement le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc il sait avec tout le monde que le Soleil tourne sur lui-même, ça c'est depuis les observations des taches solaires notamment, donc le Soleil tourne autour de lui-même, et Kepler a l'idée suivante, il dit en fait il doit y avoir des sortes de rayons, des sortes de rayons invisibles comme ça, qui sont émis par le Soleil, ou pas émis, qui sont attachés au Soleil, une sorte de grande roue. Le Soleil, en tournant, entraîne ces roues-là. Et il faut voir toutes ces roues-là, comme les roues de vélo, en train de tourner. Tout ça, c'est en train de tourner. Et Kepler se dit, ben voilà, en tournant, ça pousse les planètes. Et du coup, ça met tout le système solaire en rotation. Alors, si on prend ça au pied de la lettre, ça ne marche pas du tout, parce que si on fait ça, tous les corps devraient tourner à la même vitesse angulaire. Donc ceux qui sont à l'extérieur devraient tourner plus vite, avoir une vitesse en mètres par seconde plus vite que ceux qui sont à l'intérieur. Et c'est pas ce qu'on observe, c'est le contraire. Donc Kepler dit, oui, mais là, finalement, les rayons, ils s'affaiblissent un peu, donc ils poussent un peu moins fort. Il y a une sorte de résistance au mouvement. Donc plus on est loin, moins l'effet du Soleil est important, et plus du coup le mouvement est lent. Ce qui est qualitativement pas débile, hein, pourquoi pas. Après, aujourd'hui, on a l'habitude de traiter les choses mathématiquement et ça nous semble un peu ridicule, mais bon, ça l'est pas tant que ça. Et donc, pour Kepler, c'est le Soleil qui meut les planètes. Et en plus, lui, il sait que c'est pas des cercles, c'est des ellipses. Et ça, il va l'expliquer aussi. Il se trouve qu'en 1600, il s'est passé un autre événement dont je n'ai pas encore parlé, c'est la publication de ce bouquin, Du magnétisme et des corps magnétiques et du grand aimant Terre, par William Gilbert. Et William Gilbert donc étudie le magnétisme et et propose l'idée que la Terre se comporterait comme un grand aimant. Ce sera un aimant géant. Ce qu'on sait aujourd'hui être pas complètement débile, hein, c'est effectivement à peu près le cas. Il explique comme ça, par exemple, l'action du champ magnétique terrestre sur les boussoles. Ben voilà, l'aimant Terre agit avec l'aimant boussole et les deux finalement s'alignent l'un sur l'autre. C'est plutôt celui de la boussole qui s'aligne sur la Terre que l'inverse, et voilà. Bon. Et donc Kepler, lui, il entend parler de ça, il lit le truc, et donc il est au courant de ces effets magnétiques, et du coup il va supposer la chose suivante, il va dire, ok, la Terre est un aimant, dans ce cas, le Soleil c'est probablement un aimant aussi, et les flèches que j'ai indiquées ici, c'est l'orientation, une flèche qui va du nord vers le sud, d'accord, enfin, peu importe, c'est juste pour indiquer la polarisation de l'aimant. Donc vous avez un aimant qui est le Soleil comme ça, qui tourne un petit peu sur lui-même, mais là je me place dans le référentiel du Soleil pour l'instant. La Terre qui est ici est un aimant qui a un mouvement de rotation autour de la Terre et un mouvement de révolution. Donc les aimants sont orientés plutôt comme ça ici et plutôt comme ça là. Et quand on met deux aimants avec leur pôle nord et pôle sud côte à côte, vous savez que ça a tendance à se repousser. Alors quand on les met comme ça, ils ont tendance à s'attirer. Donc Kepler se dit, ici les objets se repoussent, le Soleil repousse la Terre, alors qu'ici le Soleil attire la Terre. Et du coup, ça lui donne quelque chose où là, ça serait plutôt ça les trajectoires. Et du coup, si on veut faire recoller le cercle à ça fait quelque chose qui a cette forme-là. Donc là, je l'ai fait en pas beau, mais et Kepler n'ira pas d'ailleurs plus loin que ça, au point de vue quantitatif, mais ça peut éventuellement commencer à ressembler à une ellipse. Voilà, le foyer étant ici. Donc cet effet de magnétisme là, pour Kepler, est aussi donc un élément assez convaincant pour dire que cette idée d'ellipse, elle n'est pas du tout si débile que ça. Alors, je m'arrête ici là pour ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je veux juste vous indiquer un petit peu les quelques points que je vais aborder dans les prochains cours. La prochaine fois, on parlera de Descartes et de Newton. Et là, je vous parlerai vraiment de physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est vraiment Newton qui, le premier, introduit la notion d'attraction gravitationnelle telle qu'on la connaît, qui explique mathématiquement le fait que les trajectoires des planètes sont des ellipses, et c'est lui en fait qui fonde vraiment la science moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je parlerai aussi à cette occasion de Descartes parce qu'on oppose, ou on met souvent en parallèle ces deux savants, donc je le ferai aussi un peu pour vous montrer en quoi ils sont similaires et très différents. Je ferai un cours sur la forme de la Terre, voilà, sur la géodésie en fait, parce qu'on ne réalise pas que c'est des questions qui sont extrêmement liées finalement à l'astronomie et au mouvement des planètes et tout ça, donc ça je vous en parlerai dans un cours dédié. Et j'essaierai aussi de me réserver du temps pour la cosmologie moderne, parce que c'est aussi quelque chose dont j'ai envie de vous parler. Donc ça j'y consacrerai très vraisemblablement plusieurs cours. Ce que j'appelle cosmologie moderne, c'est à partir du début du XXe siècle,
Voilà, début 1905, Einstein publie la relativité restreinte, et puis la relativité générale 10 ans plus tard, comment après ça change notre vision de l'univers. Et là, je vous parlerai plus du coup de cosmologie au sens moderne, hein, vraiment l'univers dans son ensemble, l'expansion et tout ça. Donc, quand je vous ai parlé au début de l'histoire de la cosmologie, je pense que vous aviez peut-être en tête plutôt ça, donc ne vous impatientez pas, ça va venir aussi, et on y passera vraiment du temps sur ça. Hein, ok ? Je m'arrête là, merci. Et à jeudi prochain, même heure du coup.